Popcorn Club numéro 12. Aujourd'hui, on vous parle de Halloween. Bonjour Vincent Tozzini. Bonjour Caroline Poisson. Et pour parler d'Halloween, on a invité plusieurs personnes. On a invité un peu trop aujourd'hui d'ailleurs. On a invité Christophe Mavroudis. Bonjour Christophe. Bonjour Caroline Poisson, bonjour Vincent Tozzini. Les trois autres sont trop. Alors on a invité Christophe parce qu'on était obligés, parce que c'est notre spécialiste des films d'horreur surtout. Il est réalisateur, scénariste et spécialiste du genre. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité dans mes bureaux. Oui, on est dans les bureaux de Mefamo, on le dit à chaque fois. Est-ce qu'on le dit à chaque fois ? Je suis pas sûr. On va le redire, on est dans les bureaux de Mefamo. Merci Mefamo, merci Christophe. Merci. Trop de bonjour, trop de merci. Vladimir Delmotte, programmateur au Nickelodeon. Oui, bonjour et merci de l'invitation. Qui est aussi notre spécialiste des films d'horreur, qui se tape tous les films d'horreur pour nous, avec grand plaisir. Ensuite, on a Lucien Alflent. Yeah. Alflan. Oh non, Ah non, l'enfoiré. Tu l'as fait exprès. Non, Alflan, c'est très bien. D'accord. Emmanuel Haas. Bonjour. Ça se prononce comme ça. Ouais. C'est là que c'est en fait votre pseudo sur Facebook et que c'est pas votre bon nom de famille. C'est la moitié ou les 2/4 de transmission. On ne sait pas si c'est la meilleure moitié, on le saura aujourd'hui. On a rencontré le podcast Transmission lors d'un crossover l'année passée. Crossover ? Ouais, c'est juste. C'est ça. Et on espère qu'ils vont être aussi bons aujourd'hui. La saga Halloween, donc, initiée en 1978 par un certain John Carpenter, illustre inconnu, hein, vous savez bien, comptabilisant pas moins de 13 films jusqu'ici. C'est pas un petit morceau qu'on fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, petite précision d'entrée de jeu, on n'abordera aujourd'hui que la première partie de la saga, donc qui s'arrêtera de façon complètement arbitraire. On a décidé, ça s'arrêtera au remake, enfin juste avant le remake de Rob Zombie. Tout le monde est d'accord avec ça ? On fait des signes ? Non, on n'est pas d'accord. Comme mais ça, c'est vous pas êtes grave. obligé de revenir la saison prochaine pour faire la suite. C'est là que Manuel nous regarde et nous dit « Putain, je me suis tapé absolument tous les films pour aujourd'hui. J'avais mal lu la conduite. » On avait prévenu. Hein. On avait prévenu. C'est vrai, cela dit que vous aviez oublié l'heure d'enregistrement. C'est ça. Donc Halloween, donc c'est une saga qui voit le jour, comme je le disais, en 1978. Deuxième, en tout cas, je le présente comme ça, deuxième long métrage cinéma officiel, je mets des gros guillemets, donc d'un réalisateur, comme je le disais, qu'on ne présente plus vraiment, John Carpenter. Pour recontextualiser un petit peu, donc après je vais vous laisser la parole, la façon dont ce film a vu le jour. Carpenter, c'est quelqu'un qui, évidemment, avant de faire des films, comme beaucoup de gens qui font des films, il est allé à l'école pour apprendre comment on fait des films. Il y en a qui n'ont pas été à l'école. Oui, il y en a pas mal qui font des films qui n'ont pas été à l'école. Voilà, c'est vrai, tout à fait. Donc moi. Lui, oui. Mais lui, en l'occurrence, il y allait. Il n'y est pas allé n'importe où. Il est allé dans une université qui s'appelle l'USC, l'Université de Californie du Sud, et qui est notamment connue, quelques années avant qu'il n'y ait sa présence, pour avoir accueilli un certain George Lucas, en fait. Et George Lucas, je sais pas qui c'est. Au moment où un autre illustre inconnu qui sort de cette école obscure, évidemment, lui, il est connu aussi dans cette école-là parce que c'est un peu une success story, parce qu'en fait, le film d'étudiant qu'il a tourné pour terminer ses études là-bas, THX 1138, il l'a exploité en salle. Voilà, tout le monde connaît ce titre, ne serait-ce que par le carton d'entrée qu'il y a sur la technologie. Pour beaucoup de films produits par George Lucas. Donc, en fait, ce modèle-là, les profs, autant que les étudiants, vont chercher énormément à capitaliser là-dessus. Et Carpenter, quand il arrive à l'USC, il va faire un petit peu la même chose et va tenter d'exploiter le film d'étudiant qu'il va faire là-bas, qui s'appelle Dark Star. Petit film... là, pas très connu, hein, pour le coup, on est plutôt dans un public de niche. Et Chris, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est plus un film culte, hein, Dark Star. C'est parce que la formule de Carpenter, c'est que c'est le court-métrage étudiant le plus ambitieux jamais fait et le film professionnel le plus raté. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est ça. Et alors, celui-là, pour la petite histoire, et donc dans la façon que j'avais de le présenter, c'est un peu difficile parfois de le considérer comme son premier film parce que lui-même a tendance à le désavouer. Et il a notamment co-réalisé le film en réalité avec un certain Dan O'Bannon. Si vous ne savez pas qui c'est le scénariste, entre autres, d'Alien, hein, du premier Alien. Donc après ça, il va réussir à faire distribuer son film, qui va avoir son petit succès d'estime, mais lui, il ne sera pas du tout au courant de ça. Il va continuer à vouloir faire sa carrière, et notamment à ce moment-là, je crois que son père lui coupe les vivres, et c'est à peu près à ce moment-là que ça arrive. Et là, pour pouvoir subsister, il va se mettre à écrire des scénarios.
Il va se faire remarquer avec un scénar qui s'appelle Les yeux de Laura Mars, qui va être adapté au cinéma, et notamment par le réalisateur Irving Kirchner, qu'on connaît pour avoir réalisé l'Empire contre-attaque, notamment. Et Robocop 2. Et Robocop 2, très important, il ne faut jamais l'oublier, celui-là. Et à nouveau, il va acheter ce scénario, et dans la foulée, puisqu'il y avait des producteurs qui étaient intéressés par ce scénar et qui n'ont pas pu en faire l'acquisition, Carpenter va leur écrire un autre, qui va être en fait une relecture urbaine de Rio Bravo. Ce film, en fait, on le connaît sous le nom d'Assaut à l'heure actuelle, et ils vont l'engager comme réalisateur pour un minuscule budget. Le film est bouclé, je crois, en 4 semaines, quelque chose comme ça, sort en salle, est exploité. Mais lui, à nouveau, il n'a aucune idée du succès que va engendrer le film, et notamment du succès qu'il va avoir à l'étranger, et notamment en Angleterre. Et à nouveau, dans cette période-là, il est dans une période de total vache maigre, jusqu'au moment où l'un des distributeurs, et là on arrive enfin au sujet d'aujourd'hui, l'un des distributeurs d'Assaut leur contacte en disant mais en fait j'ai un projet de film, c'est génial, j'ai un high concept, en fait on va faire un film d'horreur sur un type qui tue des babysitters. Voilà. Et donc il le contacte comme ça, il lui dit est-ce que tu peux me faire un premier jet, et est-ce que tu voudrais réaliser ce film, quoi. Parce qu'en fait le gars, pour avoir distribué Assaut, il sent qu'il y a un potentiel, il sent qu'il y a vraiment un truc chez John Carpenter, alors que lui là il est complètement paumé, il attend d'avoir des projets. D'ailleurs, dans les versions de travail, ça en dit long, puisque ça s'appelle d'abord Babysitter Murders. Ça, c'est Christophe qui me l'a appris. Je rends à César. Le producteur Moustapha Akkad a dit que c'était le titre du projet. Enfin, en tout cas, on a dit que c'était Moustapha Akkad qui voulait le produire sous ce titre-là, mais récemment, dans un documentaire qui était sur Netflix, il a nié, il a dit « j'aurais jamais pondu un titre aussi débile ». Bon, voilà. Carpenter et lui ne sont pas toujours d'accord non plus sur certains de ces aspects-là. Et donc là, on en arrive... au sujet d'aujourd'hui, la production d'Halloween est donc lancée. Et donc avant d'en parler un peu plus avant, donc de ce premier film Halloween et de l'influence de Carpenter, en tout cas sur le début de la saga, tradition oblige, je vous demandais comment vous avez approché cette saga, ces films-là, pour la première fois. Quel âge vous aviez? Comment ça s'est passé? Je commence par Christophe. Par le vétéran, oui. Par le ça vétéran. remonte plus loin en ce qui me concerne. Hein, c'est encore. Tu l'as vu en salle d'ailleurs, non? Oula, non, je l'ai pas vu en salle, non. Moi, je l'ai vu en VHS pan and scanné sur un écran de 33 cm avec des potes. Donc ça, c'était absolument formidable. Moi, je pense que j'ai dû le voir. Moi, ma rencontre avec Carpenter, elle date en fait de la sortie de L'Antre de la Folie, que là, pour le coup, j'ai vu en salle. C'était la période où j'étais en train de bouffer films fantastiques, films d'horreur, coup sur coup. Et notamment, j'avais un groupe de potes avec lesquels on n'arrêtait pas de se faire des soirées à visionner des films comme ça. Mais on avait déjà commencé, après L'Antre de la Folie, à visionner pas mal de films de Carpenter qu'on avait tous adorés, donc que ce soit Fog, que ce soit Escape from New York, que ce soit The Thing évidemment, que j'avais vu aussi en pan and scan à l'époque sur le truc, et on avait tous adoré les trucs, et puis on s'est penché sur Halloween, on s'était dit bah tiens voilà c'est le moment de le voir. Mais le souvenir que j'ai moi de cette époque là, donc si je me trompe pas on devait être en 94-95, en fait c'était une période où le slasher avait extrêmement mauvaise presse, même dans la presse fantastique de l'époque. C'était un genre qui était vraiment considéré comme étant désuet, comme un peu moisi, et c'est vrai que moi-même la vision que j'avais du slasher, c'était pas un genre qui m'intéressait, et d'ailleurs c'est toujours pas forcément le genre qui m'intéresse le plus en matière de fantastique. J'étais toujours plutôt branché sur des mythologies ou des choses ainsi, et notamment pour moi Carpenter c'était vraiment l'antre de la folie, quoi. C'est vraiment à ça que j'assimilais, ce qui fait que la première fois qu'on a regardé Halloween, c'est marrant parce qu'on a bien senti que là pour le coup on a eu beaucoup de mal à rentrer dans le film. J'étais le seul à essayer de rester dedans, mais encore une fois le film était pan and scanné, donc pour ceux qui ne savent pas, donc le film est tourné en scope normalement, donc en format très horizontal, et à l'époque, pour ceux qui ont la chance de ne pas avoir connu ça, à l'époque lorsque les VHS sortaient, on zoomait dans l'image pour que l'image de votre télévision, pour que l'image de votre TV soit remplie, pour qu'il n'y ait pas de bande noire au-dessus et en dessous. Mais donc sur un film comme Halloween, vous perdez quasiment la moitié de votre image. C'est même pire que ça, Christophe, c'est qu'on zoomait et en plus on procédait à des mouvements d'appareil. On pouvait reprocéder à des mouvements d'appareil effectivement dedans pour amener les informations nécessaires, quoi. Effectivement. Donc il y avait effectivement du coup un travail de recadrage, mais également de remouvement, de recomposition des choses quand c'était fait, parce que c'était pas systématiquement fait non plus. Mais donc on découvre un film
dans le cadre d'Halloween, c'est tellement important le cadre, c'est tellement important la mise en scène que si on n'a pas le film dans le bon format, on passe vraiment à côté parce que c'est un film qui repose pas sur une dramaturgie particulièrement forte, même si elle est particulièrement efficace. Mais donc du coup, pour nous, ce qu'on voyait en fait, c'était vraiment la matrice du slasher et il y a vraiment quelque chose qui avait l'air de manquer, quoi. Mes potes étaient en train de s'emmerder la moitié du film parce que c'est un film de tension qui s'installe et comme ils rentraient pas dedans, ça fonctionnait pas. Et je me rappelle très bien que moi j'essayais de me concentrer sur le film et ils me balançaient des morceaux de dictionnaire, ils arrachaient des pages de dictionnaire et ils me les balançaient à la figure pendant le film. Parce que voilà, bon, ils rentraient pas dedans, mais par contre, ce qui a été frappant, c'est de voir à quel point le film a continué à grandir dans notre tête après. Mais il a fallu, je pense, après la sortie du DVD pour que je puisse enfin le voir dans son format respecté. Et donc du coup, là, me refaire une expérience complètement différente du film. Et qui depuis, en fait, n'arrête pas que je vois constamment comme vraiment la matrice du film à petit budget. Je pense que toute personne qui voudrait faire un film fantastique à petit budget devrait se pencher sur le cas d'Halloween. Et après, sur le cas d'Assaut aussi, parce que je crois que Carpenter était vraiment, vraiment dans cette période-là, dans une phase où il y avait une espèce de talent chez lui de faire les choses à l'arrache. De faire les choses à l'arrache, mais en même temps, je pense qu'il combinait des connaissances techniques qui lui permettaient en fait de se cibler avec une véritable efficacité ce qu'il fallait. Et à l'époque, Halloween, c'est aussi la fondation de sa Dream Team, quoi, en grande partie, puisqu'il y a la productrice Debra Hill, il y a son directeur photo Dean Cundy, et donc il y a vraiment sa famille de cinéma aussi qui se compose là, qui se cristallise dans ce film. Ils le diront souvent, c'est un film qui a été extrêmement agréable à faire, même s'il a été tourné complètement à l'arrache. Encore une fois, je crois qu'il a été écrit en un mois, je crois qu'il a été filmé en 3 semaines. Enfin, c'est quelque chose. J'ai lu aussi que certains acteurs ont dû prendre leurs propres vêtements pour le tournage. Oui, ils n'avaient pas cette thune, donc c'est leurs vêtements sur le tournage. Oui, tout à fait. Comme dans Popcorn Club. Hein. Oui, tout ça pour dire que moi, lorsque je l'ai vu, on est en train d'enregistrer nu en fait. Ce qui avait de frappant, c'est le décalage en fait, parce que comme c'était un slasher, c'était vraiment la matrice du truc. Nous à l'époque, ça nous paraissait démodé quand on l'a vu. Donc j'ai lu dans le dernier dans un hors-série du Mad Movies qui disait que le film était indémodable. En fait, je l'ai pas perçu comme ça moi quand je l'ai vu. Il paraissait extrêmement daté parce que tous ces codes avaient déjà été utilisés, usités, et à défaut de pouvoir profiter de la mise en scène en plein. Donc du coup, on n'avait qu'une moitié de film et qu'une moitié d'efficacité, quoi. Mais tu l'as aussi découvert au moment où le slasher perdait vraiment du terrain. Oui, et puis ce qui m'intéresse dans le slasher, c'est la mise en scène pour le coup. Et là, elle n'y était pas. Je veux dire, même aujourd'hui, le slasher n'est pas mon genre préféré. Enfin, ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc, et à chaque fois, on t'invite pour les slashers, c'est chouette. Non, mais c'est marrant d'en parler parce qu'à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui, avant que Scream en fait le remette au Panthéon, mais je pense que le film de zombie a connu plus ou moins le même creux de la vague. C'était avant que des films les remettent vraiment au goût du jour. C'était des genres qui, au début des années 90, n'étaient plus du tout explorés et dans lesquels on ne consacrait pas beaucoup de budget, pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, c'était daté, quoi. C'était autre chose. C'était le genre des années 80. C'était pas celui des années 90. Ce qui est marrant et même peut-être un peu paradoxal, c'est que tu dis l'avoir découvert au milieu des années 90. Peu après l'Entre de la folie, qui lui, pour le coup, était un film qui avait été assez plébiscité, même par la presse. Je me souviens que le Cahier du cinéma l'avait mis dans son top 10 de l'année, de l'année 95. C'était pas étonnant, c'était vraiment un film réflexif, vraiment oui, bien sûr, sur Carpenter, qui revenait sur sa carrière. Il y avait tout un aspect qui aussi était séduisant pour la critique à mon sens. Et puis c'est aussi la période, en fait, on est déjà je vais vous céder la parole là-dessus puisqu'on est... Parce qu'on voudrait savoir comment... C'est parce que c'est aussi en fait le moment où Carpenter est vraiment reconnu par la presse d'une manière générale. C'est même que soit... Quand on lit des articles par exemple dans le Mad Movies sur Carpenter, même de l'époque de New York 97, c'était loin d'être unanime les avis qu'il y avait sur lui. C'est vraiment quand il vient avec l'Entre de la folie, effectivement, qu'il y a, je pense aussi tout ce côté méta sur le fantastique, sur l'état du fantastique et même les déclarations fracassantes que Carpenter faisait à l'époque. Il disait, moi ce que je veux c'est donner un coup de fouet au genre, il est en train de mourir et là je vais arriver, donc il y a vraiment un truc, mais il a réconcilié un peu tout le monde à ce moment-là. Il a eu cette phase effectivement d'éclairage sur lui, même si moi je lisais pas les cahiers du cinéma à l'époque, je lis toujours pas forcément beaucoup d'un temps non plus, mais en tout cas effectivement il y avait une unanimité. C'est notre sponsor justement. Mais en tout cas au niveau de la presse que je lisais, c'est sûr qu'il y avait Carpenter. À partir de là c'était le maître. Chaque Carpenter était hyper décortiqué, hyper attendu, jusque plus ou moins ça a été jusqu'à Vampire, quoi. Ouais, c'est ça, le travail critique a été fait, maintenant c'est assis, il faut le faire sur d'autres cinéastes. Et alors Lucien, comment tu as découvert Premier contact, c'est à travers un long plan séquence, reflet d'un miroir, tout un truc, bref, je vous raconte pas.
En fait, j'en ai, je vais vous décevoir d'emblée, je n'ai aucun souvenir de la première fois que j'ai vu Halloween. Par contre, je sais que j'ai découvert Carpenter avec Asso et que, encore aujourd'hui, je crois que ça reste mon Carpenter préféré par son épure absolue. Mais est-ce que tu avais déjà vu Halloween les 5, 6, Non, 7, justement, et ouais, je c'est crois ça. que j'ai découvert Asso dans un moment dans ma découverte cinéphilique, je vais dire, et j'ai commencé à m'intéresser à d'autres Carpenter. Je crois que le second que j'ai dû voir, c'était The Thing, donc ça commençait bien. Mhm. Et puis, dans tout ce trajet-là, à un moment, il y a dû avoir Halloween, mais je ne sais plus vous dire quand, je me souviens pas de la première fois que je l'ai vu, etc. Par contre, ce dont je me souviens, et c'est jusqu'à assez récemment, je n'avais jamais vu que celui-là. Les autres ne m'attiraient absolument pas. Et puis c'est un jour, je me suis dit, bon, il est quand même temps. Et c'est vrai que pour préparer cette émission, je les ai tous vus. Il y en Et il avait m'a envoyé encore un que j'avais message, il m'a pas dit vu. vous êtes maso. Dis pourquoi on s'affiche ça, c'est ce qu'il nous a dit. Pourquoi vous m'infligez ça en fait? Parce que le reste, je m'en fous, mais Nous, on adore s'infliger ça. non, j'y ai trouvé plein de choses intéressantes. Ça promet. Donc voilà, je suis très impressionné par la mémoire de sa propre découverte de Christophe et par Alors tout ce qu'il qu'on est plus apprend vieux, c'est ça alors qu'il est plus vieux. Et tout ce qu'on apprend dans cette émission, parce que figurez-vous que j'ai toujours pensé que George Lucas avait étudié à UCLA. Ah oui, C'est non, US. c'est Toi, tu dis parce qu'en USC, fait, il y a tout un making-of. Il se trouve que juste à côté de Lucien, il y a le Blu-ray de Dark Star avec une édition avec des bonus sur le contexte de production de Dark Star, et c'est un petit peu là-dedans que j'ai découvert tout ça. Et où effectivement, en fait, au moment où Carpenter faisait ses études là-bas, George Lucas avait tellement poser les choses, tu vois, en réussissant comme il l'a fait, parce que c'est vraiment une success story, que en fait les profs rabâchaient énormément en disant, ils avaient même une façon de dater ça. Ils disaient que en fait Carpenter disait qu'il était arrivé en je ne sais plus combien après George Lucas, en fait, comme si c'était Jésus-Christ quoi, qui avait posé un truc et que voilà. Oui, c'est parce qu'on pense à. Enfin, moi je pense toujours. J'avais l'impression qu'ils faisaient partie de la même promo que Coppola, Milius, Jim Morrison, etc. Mais en fait, pas du tout. Et alors, toi, Manu, moi, ce serait peut-être un mix entre Christophe et Lucien. J'ai le souvenir de comment je l'ai découvert. Ça vendit rêve. Comme tout gamin provincial, via le vidéoclub et via une version qui ôtait toute la force d'évocation du cinéma de Carpenter. Mais je pense que mon premier Carpenter, ça va être Asso en fait. Et c'est aussi, comme Lucien, le film qui m'a le plus marqué, parce que peut-être déjà je l'ai découvert dans des bonnes conditions. Ce qui n'était pas une vidéo, je l'ai découvert en DVD. Je pense pour le coup c'est le DVD qui m'a permis vraiment d'accéder à la forme de Carpenter dans sa forme la plus pure, parce que effectivement c'était après un film qui était noyé derrière des étagères de vidéoclub, derrière un énième slasher, et le film Halloween était vraiment noyé dans la masse, et le format ne permettait pas à mon sens de voir la naissance d'un grand cinéaste, quoi. Et tu aimes la série Halloween maintenant? Non. Non, je suis pareil je que vois. c'est pour le coup le même 5. rapport que Lucien, c'est que je pense que il y a peut-être quelque chose encore à noter dans le 2, mais je pense qu'après c'est vraiment le fin du rideau, quoi. C'est compliqué. Hein. Mais je pense qu'il y a plein de trucs à dire par contre. Ah oui, Il y a vraiment on va essayer de toucher. Il y a plein de choses à dire, et comme le dit Christophe, je pense que le slasher est effectivement un genre qui m'intéresse assez peu, parce que le slasher est un genre qui nécessite de la mise en scène. Et souvent, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Mais je vais continuer à défendre Halloween 4, hein, préparez-vous. Je crois que je vais te rejoindre sur ça. Mais... Allez Vlad, ta première expérience de jeune avec Halloween. Eh ben écoute, comme je le dis parfois, je crois que je suis dans la dernière génération qui a eu la chance de connaître les vidéoclubs. Donc pareil, vidéoclub, mais c'était aussi un peu... on avait déjà cette idée de un peu l'œuvre matricielle du slasher, comme on avait tous entendu même quand on avait même 10-11 ans, même si on n'avait pas les termes slasher peut-être à ce moment-là. Mais ça avait été une claque, mais plutôt dans le sens vraiment terreur, parce que je l'avais regardé tout seul à 11 ou 12 ans, je ne sais pas dire l'âge exact. Mais c'est un film à chaque fois que j'ai revu, que j'ai longtemps refusé de revoir, par exemple. Et c'est vraiment des années plus tard que je veux dire le film a plutôt marqué par rapport à la mise en scène, par rapport à Carpenter, même si j'étais déjà familier de son cinéma, j'avais déjà vu Prince of Darkness et The Thing, comme beaucoup de gens je crois, enfin The Thing en l'occurrence. Mais voilà, et pour le reste de la saga, je crois qu'on verra après. Et toi, Vincent? Parce que nous aussi, on doit donner un moi, peu en fait, notre... c'est pour rassurer un peu Lucien. Moi aussi, j'ai des souvenirs souvent assez flous de comment je découvre les films. Et là, pour le coup, au niveau de Halloween, ça a été le cas aussi. Je sais juste dire que
mon premier contact avec Carpenter, ça a plutôt été sur son versant plus action. Et notamment le personnage de Snake Plissken avec Los Angeles 2013 et New York 1997. Bon, j'ai dit dans le désordre. Hein. C'est très impressionnant d'ailleurs. Ouais, voilà, Commencer par Los Angeles 2013, c'est un acte de bravoure. J'adore. J'adore aussi, hein, mais justement, il faut le défendre. Et en fait, pour la petite histoire, c'est à chaque fois que j'ai mes tout premiers... les toutes premières fois que j'ai découvert en fait que je suis allé vers le cinéma de Carpenter, c'est parce qu'il était cité ailleurs. La raison pour laquelle j'ai d'abord regardé New York 1997, c'est parce que il est ouvertement cité dans Metal Gear Solid et que j'étais un gros fan de Metal Gear Solid, j'adorais ce jeu. Et je disais tiens, le mec s'appelle Plisken, Snake, tu vois, je voyais les références, puis j'ai découvert que ça venait de ce film-là, je suis allé voir. Et puis après, évidemment, étant très jeune, dans les années 90, moi, le côté horrifique que j'ai d'abord découvert, c'était plutôt quelque chose qui allait vers le néo-slasher avec Scream, en fait. Et évidemment, Scream, il cite aussi Halloween, un modèle du genre. Et là, je me suis dit, tiens, ce film que je voyais, que je percevais de loin comme étant, justement, comme le disait Christophe, très désuet, il y a quelque chose qui... C'est trop vieux, maintenant, je ne peux plus le regarder maintenant. Et ça le citait tellement, et le portait tellement, tu vois... Que je me suis dit, tiens, allez, découvrons-le comme ça. Et c'est là que j'ai commencé aussi à faire des liens vers le côté un peu, disons, plus auteuriste, en fait, quand tu commences à aborder, à appréhender des films, et à me dire, mais tiens, en fait, Carpenter, je sens qu'il y a quelque chose chez lui, des thématiques qui reviennent, des choses. Et c'est en fait un peu comme ça que je suis rentré dans le cinéma de Carpenter. Peut-être pas dans Halloween, mais dans Carpenter, oui. Enfin, dans le cinéma de Carpenter. Finalement, c'est moi qui ai l'histoire la plus honteuse, je pense, parce que ma première découverte de Halloween, c'est Halloween H20. Parce que. Et ouais, je parlais de Scream justement. Et t'as voulu continuer après? Non. Et t'as voulu continuer après? T'imagines? Parce que moi, à cette époque-là, ma 98, j'ai 13 ans. Donc, c'est la période où je me fais virer de tous les cinémas à chaque fois que je veux aller voir un film interdit au moins de 16 ans. Parce que, imaginez ma tronche maintenant, imaginez-la à 14, j'avais l'air d'en avoir 8 et demi. Donc, je me suis fait virer d'absolument tous les cinémas. Donc je n'arrivais jamais à regarder un film d'horreur au cinéma. Donc dès que je pouvais les trouver en cassette, j'avais créé mon premier ciné-club à la maison à 11 ans. Je me souviens que pour regarder Mimic, chacune de mes copines pouvait d'abord aller chercher une peluche dans ma chambre pour se rassurer, pour regarder Mimic. Et c'est ma maman qui faisait le popcorn pour nous. C'est vraiment j'avais une machine comme celle-là, mais en moins d'écho. Et tu enchaînais tes copines au canapé aussi. Exactement, parce que alors dans mes copines, il y en avait peu qui aimaient les films que je regardais. Donc je leur ai fait subir Mimic, je leur ai fait subir Misery, et puis Halloween H20, qui était mon premier Halloween, parce que je ne connaissais pas les autres, en fait. Quand tu as 13-14 ans, t'en sais rien, en fait. Enfin, moi, personnellement, à l'époque, je ne savais pas du tout. Et c'est après, en regardant Scream, que j'ai appris qui avait un premier Halloween, donc c'est vraiment la honte totale. Et c'est après ça, je sais pas quel âge je devais avoir quand j'ai commencé à découvrir, j'avais peut-être 17-18 ans, donc un peu sur le tard, après les merdes, parce que même si j'ai un profond amour pour Halloween H20, parce que c'est un de mes premiers films d'horreur en fait, même s'il est très mauvais, je le regarde encore avec plaisir. T'avais vu Misery et Mimic avant, donc ça va. Tu vois, ça va, c'est quand même pas mal quoi. On y reviendra, mais il est défendable, hein, celui-là. Il y a plein de choses à défendre. Vous Vous allez voir les gars, vous allez être surpris par ce que vous allez entendre. Le H20, il est plutôt pas mal. Mais soit, on va pas en parler tout de suite. Là, il faudrait encore du temps quand même. Oui. On a encore un peu de temps, mais l'air de rien, on s'est déjà un peu étendu. On s'est un peu étendu. On va peut-être commencer déjà par rappeler l'histoire de ce premier film. Qui s'y tentait? C'est l'histoire de Michel Meyer qui C'est fait l'histoire sa de sœur. Michel Meyer. Michel Meyer en français. Alors, pour Alors l'anecdote personne n'a relevé Michel n'apparaît que dans le 2. Hein. Oui, c'est vrai. Mais Oui. personne n'a relevé ma blague sur notre conversation ensemble sur Facebook, mais on a quand même... Dans Vendredi 13, on a Jackie et ici on a Michel. Bah oui, on avait fait on y la arrive au enfin. podcast vendredi 13 justement. Ouais. je l'avais dit au tout début, on a C'est- Jackie et Ouais. Michel. Ouais. oui, Je oui. pensais que vrai ça arriverait plus tard dans l'émission. Non, on l'a balancé tout de suite. Quand on a Mais fait oui, Vendredi mais- 13, on l'a déjà mis. Et là, parce que, et effectivement. franchement, je me suis Ouais. demandé naïvement, ils l'ont fait exprès, c'est pas possible. Et d'où vient le nom Michael Myers? Tu sais, toi? Oui, je C'est sais. pas le Je sais, c'est. non, enfin, C'est le chef, c'est le directeur d'un établissement d'un musée ou je ne sais plus quoi. Ouais, enfin en tout cas un gars qui a aidé sur la distribution du C'est film. ça. Ouais, c'est ça. Manu, c'est tu ça. peux faire du bruit avec le avec popcorn, le hein, film c'est le but Halloween de a été Gaspard. distribué par Michael Myers, du coup, ça Oui, ça c'est- manque pas, oui. Moi j'ai un pote qui s'appelle Michael Myers aussi qui m'a dit qui me tague pour le moment dans des conversations, ça me fait très peur. Mais on parlait des versions françaises, mine de rien, c'est l'occasion aussi, c'est quelque chose qui est très troublant, c'est que maintenant Halloween s'est répandu partout, mais moi à l'époque où j'ai découvert le film, la fête d'Halloween n'était pas du tout popularisée, c'était pas quelque chose qui était connu par le public.
public. Et d'ailleurs, la version Pas en française... Europe. Pas en Europe, hein. Ouais, Voilà, c'est ça. effectivement, tu viens C'est de un truc qui est préciser. assez malin dans le 3 d'ailleurs. Oui, je trouve. oui, tout à fait. Et ce qui se passe, c'est qu'au début du film, d'ailleurs, le film, il a un joli titre français pour Que le nous coup, allons j'aime bien le titre pitcher, français. que tu La vas nuit pi- Des allez, masques. La Je nuit vais le des repitcher après, mais c'est parce repitch-le que, quand même. Hein. donc on a la nuit des masques et en fait le film s'ouvre dans la version française qui nous présente donc Michel Meyer au lieu de Michael Myers, mais il y a un ajout dans la version française, c'est une voix off qui explique ce que c'est que la nuit d'Halloween et notamment en la situant près de la Toussaint et pendant tout le film ils ne vont pas parler d'Halloween, ils vont parler de la Toussaint. D'ailleurs, la fête de la Toussaint. Mais donc à cette fameuse fête de la Toussaint, on a Michel Meyer ou Michael Myers, appelez-le comme vous préférez, Michel, qui j'aime tue, bien. qui tue sa sœur et on se rend compte que ce meurtre est commis en vue subjective et puis au terme de cette scène d'introduction on s'aperçoit que le fameux tueur en question c'est un enfant qui doit avoir 8 ans tout au plus. Puis passé ce prologue on se retrouve propulsé une quinzaine d'années plus tard et on voit le docteur Sam Loomis qui s'est occupé de cet enfant qui dit qui le voit comme étant le mal à l'état pur, qui va absolument le faire enfermer à jamais, arrive à l'hôpital psychiatrique et il s'aperçoit que tous les détenus sont échappés et Michael Myers est parti. The evil is gone. Tata. Ouais. il est exceptionnel. Alors à ce moment-là, Sam Loomis regarde la date et il comprend que Halloween se rapproche et il en déduit que Michael Myers est retourné à sa ville natale d'Haddonfield pour reprendre le travail qu'il n'avait pas su achever auparavant, à savoir probablement commettre toute une série de meurtres, mais pour des raisons que le film n'explicitera jamais. Et très, très vite, le film nous place le personnage principal, le protagoniste, qui est Laurie Strode, que Michael Myers commence à observer, vraiment comme un chasseur qui observe sa proie. Et progressivement, on approche de la nuit d'Halloween. Michael Myers s'installe. On est la veille repère, direct, je pense. Oui, Ouais, tout à fait. c'est La ça. nuit d'Halloween arrive, et là, lorsque la nuit arrive, La shape, bête se forme, déchaîne. la forme vient frapper, la silhouette prend son couteau et slash. Et Alors, slash. moi, Laurie Strode, qui est le nom du ex de Carpenter. Voilà. Moi, je Oui, sais plein tout de à trucs fait. sur les noms. Oui, Ça, Ah, je- c'est tout cool à fait. ça. Snake Plissken, c'était le nom de ses potes. Aussi, C'est vrai. qui avait un tatouage de serpent. Ah oui, le surnom. Ok, d'accord. La première fois que j'ai vu cette scène avec Laurie Strode, c'est dans Scream, évidemment. Mhm. Évidemment, Mhm. tu vois, c'est... Mais justement, par rapport à ce tueur fou et le slasher, est-ce que vous pouvez un petit peu... Je sais que toi, tu sais le faire, mais Christophe, on va peut-être demander à Manu ou Lucien, le slasher, justement, ici, des spécificités. Ça vous va? Vas-y, Ça vous Manu. dit? Vas-y, Lucien. Mais, Sinon, Christophe pourra le faire. Hein. non, mais Non, Vlad peut le faire aussi. Hein. Ah, ou Vlad? C'est vaste. Lancez, je vous donne la patate chaude. Une tentative Ok, qui de veut la définition patate du chaude, slasher Tentative par, de définition. par les 4 invités du Popcorn Club. Moi j'ai toutes mes Moi, notes, hein, mais je préfère faire pas les On peut aller à invités. l'essentiel sinon, hein, souvent un maniaque avec un couteau masqué généralement qui s'en prend à des jeunes adolescents. Qui font la chose. Oui, est-ce qu'on parle déjà directement de ça Bah, bien sûr, écoute, vu qu'on est déjà à 50 La minutes chose. alors qu'on n'a pas encore parlé du premier film, parlons de la Sexe. chose. Donc avec un mec, un couteau, Voilà. du sexe, la vie quoi. Enfin, Voilà, voilà. c'est ça, voilà. L'alcool aussi souvent intervient dans ces films-là. Mais donc on parle peut-être déjà par rapport à ça au film de Carpenter. Du coup, Vas-y. c'est que on parlait de Jamie Lee Curtis, donc le personnage de Laurie Strode, qui est justement peut-être vu comme la fille la plus sainte, on va dire, par rapport à son entourage, et qu'il y a juste, en tout cas, ces deux amis en l'occurrence qui sont plus Attention. je sais pas comment formuler. Plus volage. Non, dis pas ça. Plus frivole. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Plus Bah, axé sur leur désir. de manière générale, dans ce film-là, Ouais. ces deux personnages-là sont à part parce que Ouais. l'univers dépeint est assez consensuel, on peut dire. C'est ça, et donc on a vraiment cette notion qu'à partir du moment où, et on le voit dans beaucoup de films du même genre, les Vendredis 13 par exemple, cette notion que dès qu'on pratique l'acte sexuel, en fait, c'est déjà notre arrêt de mort, et que c'est pour ça que Laurie Ça. sort du coup à la fin. On peut C'est spoiler. quelque chose dont Carpenter s'est toujours défendu d'ailleurs Oui, par c'est rapport vrai. à Halloween. Hein. Il a toujours dit que lui, en fait, il voyait le fait que Michael Myers attaque après que des personnages aient fait l'amour, c'est parce qu'il était sans défense à ce moment-là. C'est ça. Mhm. Et il dit si Laurie en fait est prête aux attaques, c'est parce que comme elle reste concentrée sur les enfants qu'elle surveille, elle est plus vigilante à ce qui se passe et donc elle est plus en mesure de réagir. On avait évoqué ça sur Vendredi 13. Mhm. C'est autant Mhm. le côté moralisateur pudibond de
du slasher peut se sentir très fort dans Vendredi 13, dans le sens où l'acte fondateur de Jason, c'est il y a un enfant qui s'est noyé parce que ses moniteurs étaient en train de baiser plutôt que de s'occuper de lui. Et donc du coup après toute l'histoire de Jason, c'est jamais qu'une vengeance par rapport à cet acte-là. Autant c'est complètement absent d'Halloween. Halloween, c'est basé une forme Carpenter plus abstraite au niveau de, enfin c'est le mal quoi, c'est oui, et puis Carpenter lui tire justement cette idée de la séquence d'ouverture du film où justement quelque chose bug dans la tête de Michael ou Michel, hein, Michel. Mais dans le fait que ce trauma de voir sa sœur à ce moment-là et qui déclenche son acte et qui est lié à la fois une pulsion à la fois de mort et à la fois de l'acte sexuel de sa sœur, et donc il reproduit ce schéma-là, mais qui n'a pas du tout une vision moralisatrice qu'on peut on a pu le relire par la suite sur la vision du slasher, mais qui est vraiment une relecture qui ne s'applique pas à mon sens à Halloween. D'ailleurs je trouve assez brillant, je suis d'accord avec toi Manu, je trouve assez brillant l'interprétation, si on peut dire comme ça, des parents. Qu'on peut, alors ça laisse une ouverture à toute interprétation, mais je trouve que dans leur rapport, enfin quand ils se rendent compte de ce que vient de commettre leur fils, ou ils ne le savent peut-être même pas encore à ce moment-là, mais quand ils se questionnent quant à ça, il y a une ouverture qui se passe à ce moment-là. On se demande déjà, est-ce que la maison était laissée volontairement à leur fille pour justement, bon voilà. Enfin, il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là que je trouve assez intéressant dans le. C'est surtout que là, on peut déjà voir, c'est un des éléments du film de Carpenter au-delà du slasher, c'est que justement, en fait, il y a tout ce qu'il accepte de dire, et là c'est toujours très précis, et aussi tout ce qu'il laisse volontairement de côté. Tous les questionnements par rapport aux motivations de Michael Myers. Ouais, j'allais y venir, parce que tout à fait. Il y a la façon de représenter Michael. Bon, c'est vrai que dans cette séquence, en fait, l'effet choc, c'est de découvrir que c'est un enfant, mais après, il te bassine pendant tout le film sur le fait que c'est l'état du mal absolu, c'est presque l'enfer au pas de ta porte en fait qui arrive. Oui, et justement il le travaille uniquement, et on en parlait encore sur le slasher, qui est un genre qui nécessite de la mise en scène. Tout est travaillé dans la mise en scène, à la fois dans la pure narration et aussi le cadre, le montage, le son, la manière de suggérer la présence de Michael Myers, de suggérer à la fois d'être à la lisière du fantastique tout en entretenant une plausibilité des faits, chose dans laquelle dès l'ouverture du second film on va verser dans quelque chose de fantastique qui va complètement à mon sens ruiner tout le film, toute la saga, parce que pour le coup toute la force de suggestion du film de Carpenter, c'est justement de ne pas trancher, de toujours dans cet entre-deux et de jouer avec le spectateur sur cet aspect-là. Et je trouve que c'est là où il y a quelque chose que j'adore chez Carpenter, par rapport notamment à son rapport pour le coup au film à petit budget dans lequel il évolue à ce moment-là, c'est que d'un autre côté, il cible très précisément, en étant au scénario, à tous les éléments, y compris à la musique et tout le truc. Je pense que le fait de travailler lui à des budgets extrêmement réduits à ce moment-là l'oblige constamment à réfléchir à la meilleure efficacité, à la meilleure esthétique qu'il peut avoir avec les moyens dont il dispose, y compris cette volonté très affichée pour un budget aussi réduit de travailler avec Dean Cundey en utilisant la Panaglide, donc qui est un dérivé du Steadicam, donc ce qui permet de faire de longs déplacements de caméra sans avoir un style d'arrêt de travelling et d'avoir cette sensation un peu de flottement qui suit les personnes. C'était vraiment un choix de mise en scène affirmé, de dire on veut proposer ce genre de plan, et y compris un film qui, à mon sens, plus je le revois, plus ça me fascine, c'est que je trouve qu'il est d'une élégance folle, et en la matière il est dans le droit sillage d'assaut, qui lui aussi avait vraiment une capacité à utiliser l'épure vraiment comme une force esthétique et de voir à quel point et narrative, effectivement, de sentir que tu as vraiment un sens de la durée du plan, de comment on étire même le truc. C'est frappant de voir à quel point il va jusqu'au dernier moment, il fait des plans toujours assez longs, des trucs ainsi, mais il sait quand accélérer, il sait quand passer. C'est ça, c'est que l'épure n'est pas une vision un petit peu radicale où on va absolument ne rien montrer. Il va distiller des petits éléments. On va un peu voir de Michael Myers, mais pas trop. On va montrer des éléments, on va proposer quelque chose, mais de manière très, très subtile, quoi. Carpenter, comme il le dit lui-même, enfin, le terme d'auteur, c'est ce qu'on lui attribue en France, mais il a souvent dit, d'ailleurs en plaisantant, il dit moi en Angleterre on voit comme un réalisateur de films d'horreur, en France comme un auteur, aux États-Unis comme un nul. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui a une conscience. Comme un clochard, je crois. il a une conscience professionnelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on lui dit tu dois me faire un film d'horreur, il se dit je dois faire un film d'horreur. Il pense au public, en fait. Il pense au public. Je dois générer ma dose de frisson, je dois générer, le spectateur va payer sa place, il faut qu'il obtienne aussi ce qu'il vient voir, quoi. Et on voit d'ailleurs à quel point la plupart des effets d'Halloween, quand tu le redécouvres à un moment donné,
c'est du jumpscare, c'est du truc, c'est remarquablement utilisé, mais il n'y a pas de. Mais le jumpscare qui n'intervient que parce qu'il y a eu un temps d'attente. Bien sûr, bien sûr. Qui Oui. est devenu tellement. Qui à un moment, Mhm. il y a un sens du timing, de comment étirer le plan ou aussi décadrer l'image pour la composer avec suffisamment de vide pour laisser suggérer que quelque chose va surgir de l'arrière-plan, du hors-champ, qui est vraiment la force du film, quoi. Ouais, je trouve C'est que d'ailleurs moi- quelque chose que tu te retrouves dans la dernière demi-heure du 2 et puis que tu perds totalement pour moi dans toutes les suites. Mais je trouve qu'une des forces du premier, c'est vraiment un film que j'essaie de revoir presque chaque année. Un truc qui frappe vraiment, c'est notamment la scène d'intro dont on parlait. Il y a notamment cette vision subjective qu'on a. Où je trouve que dès le début, en fait, Carpenter il t'explique qu'en fait toute la mise en scène va s'articuler peut-être autour, peut-être pas du point de vue de Michael Myers, mais de ce personnage-là. Et toutes les apparitions de Michael Myers dans le film sont très particulières. C'est un Et je film trouve qui lui est qu'on retrouve dédié, ça nulle part ailleurs dans les slashers, je trouve effectivement. Ouais. Et là-dessus, pour revenir sur Asso, je trouve que c'est des films qui sont, enfin, on va peut-être pouvoir parler régulièrement, enfin mettre les deux en parallèle assez régulièrement. Je trouve que ce sont des films qui sont très semblables sur tout ce que vous venez de dire, mais qui sont presque des copies négatives l'une de l'autre. Là où justement Michael Myers apparaît dans le plan, là où le mal entre guillemets dans Asso reste toujours en périphérie. Le mal dans Asso est représenté par un groupe de gens un peu informes, là où dans Halloween c'est une personne, c'est un gars. C'est même un des rares cas chez Carpenter où le mal est incarné par une seule personne. C'est souvent une masse, c'est souvent un ensemble de gens qui se transforment ou des choses ainsi. Mais là, et là il y a quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus net sur le. Tout à fait. Et je pense qu'en même temps, ça concourt pour moi. Et quand je parlais de mon anecdote sur le fait que quand j'ai découvert le film, j'étais plus en recherche de mythologie un peu plus sophistiquée et tout le truc. Là, ce qui m'intéressait quand j'ai revu les films, c'est justement de voir à quel point en fait les films qui ont suivi. C'est un peu comme s'ils voulaient compenser le manque que j'avais vu quand j'avais découvert le film la première fois. C'était de se dire, alors que c'est tout ce minimalisme qui fait la force du film, et on en parlait, on avait évoqué ça une fois avant peut-être qu'on commence à parler des suites, c'est que Halloween pour moi, contrairement à ce que sa fin ouverte peut laisser croire, c'est pas un film qui appelle une suite en fait. C'est un film qui fait la totalité de ce qu'il a à dire. Je le comparais en la matière avec. Ça sert à définir le boogeyman en fait. Voilà, c'est ça. Et puis je dirais c'est comme Robocop ou comme Highlander. En fait, ce sont des films dont le concept a été complètement traité en un seul film. Quand tu y reviens, tu ne peux que t'attarder peut-être sur un des aspects ou essayer de les prolonger, ou alors tu rajoutes quelque chose. Mais Halloween en fait en lui-même, il a fait le tour de la question. Pour expliquer, on va un peu spoiler, mais effectivement à la fin du film, il se fait tirer 6 fois dessus, Michael Myers, et puis en fait son corps disparaît. Son corps disparaît et là le film s'arrête. Non, on voit la shape dans l'herbe, c'est un plan génial. Oui, c'est vrai. Et c'est même pas les plans. Shape, entre guillemets, on voit le plan vide en fait. Le plan vide et même les plans. C'est justement dans le 2, c'est une relecture du 2. Et c'est là que le final d'Halloween, je le trouve génial. C'est justement cet ensemble de 4 ou 5 plans. On a juste des espaces vides de la maison. On sort de la maison, puis on se retrouve dans la maison des Myers avec juste la respiration de Michael Myers qui devient de plus en plus présente. Genre, en fait, il est partout. Il y a une sensation de fatalité entre guillemets dans le dernier regard de Loomis, dans celui de Laurie Strode comme moment abattu. Et d'ailleurs, il y a vraiment ce sentiment-là, et cette fin ouverte, c'est quelque chose que Carpenter va travailler tout au long de ce film. Et justement, cette manière de la laisser ouvrir, le film ne se clôt pas. Pour laisser le spectateur face à toutes ces questions-là, mais n'appelant pas forcément de suite. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, dans cette façon de définir le personnage, les dernières répliques du film le définissent clairement comme ça, parce qu'il y a donc Laurie Strode qui demande si c'était le boogeyman, et il y a le docteur Loomis qui dit in the matter of fact, it was. Toutes les clés sont données dans le film, en fait. Il y a un truc moi qui m'a. Après, je donne la parole à. Non, moi, il y a un truc qui m'a. Puisqu'on est déjà sur les rapports entre le 1 et le 2 et sur la fin du 1, moi, il y a un truc qui m'a toujours. Que j'ai jamais su définir dans le 1, c'est ce plan d'une demi-seconde, ou peut-être d'une seconde, où Laurie Strode lui arrache son masque, il est dans l'ombre, et il apparaît dans la lumière une seconde, et puis il remet son masque, et on voit son visage. Et dans le 2, et ça je m'en serais jamais rendu compte si j'avais pas vu les deux l'un à la suite de l'autre, dans le 2, il remontre la fin du 1 au début du 2, et il coupe, c'est la même scène plan par plan, mais il y a 7 secondes là en moins. Et là, le 2, c'est une leçon de voir toute la même équipe, etc., qui est présente, et de voir comment quasiment rien ne fonctionne
Bon, la tous les photo étages, de Kundy marche encore, mais on sent tout de suite une gestion de l'espace qui est beaucoup moins si on passe travaillée. La mise directement en sur scène le 2, est je sais bien- pas si. ouais. Et Vladimir, des finir choses à juste dire. Oui, pour oui, répondre à ce que pardon. tu viens de dire par cette scène-là, moi, alors c'est peut-être des surinterprétations, mais je me dirais peut-être que c'est justement Carpenter qui veut montrer que le mal n'a pas de visage, donc on essaye de montrer son visage, et justement peut-être qu'en fait non, il peut pas, vu qu'il le remet vraiment précipitamment le personnage de On Michael parle Myers, devant le mais- micro, s'il vous plaît. Pardon. Ouais, sauf qu'on le voit son visage, On le voit clairement, mais il c'est est presque justement, arrêté. tu vois une presque, seconde, quoi. enfin, presque effrayé le personnage. Oui, ça, on voit de la peur dans ses Je dis yeux. pas qu'elle Ouais. est juste, mais pour revenir sur la fin, Bah, je oui, suis c'est d'accord avec malin. tout ce que vous avez dit, cela dit, mais c'est presque dommage aujourd'hui parce que c'est un film, moi j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui l'ont vu récemment, qui l'ont découvert récemment. C'est normal, tes Ouais. amis sont jeunes. Ouais. Bon, ils écouteront pas de toute façon, donc je peux dire ce que je veux, mais non, mais il y a vraiment cette notion. La scène de fin, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est triste parce que c'est un peu un film qui a vieilli malgré lui. C'est pas la faute du film ou quoi, mais que du fait que tu sais que tu as des suites, donc en fait le traitement de Carpenter sur la fin du 1. Si tu prends compte les suites, est entre 5 guillemets, je dis ça, invalidé, même si bon, je trouve que la fin du 1 est parfaite aussi. Et même par rapport à la vision du slasher en général, où en fait c'est presque impossible un slasher qui se termine de cette manière-là, en fait. Ou alors il te tease clairement une suite, ce qui n'est pas du tout la fin, ce qui n'est pas du tout ce qui se passe à la fin d'Halloween 1, je trouve justement. D'ailleurs, c'est un slasher qui reste pour le coup vraiment dans le fantastique. La Ouais. plupart des slashers ne donnent pas dans le fantastique. On se termine, Mhm. il y a une Oui, révélation mais de il ne tueur. verse et pas puis, complètement. Le versant fantastique va être quelque chose qui va être beaucoup travaillé par les suites. tout Mais à fait. comme Après, ça t'as dit dépend. ici, ça reste vraiment La entre les définition deux, du quoi. fantastique en tant que trouble, Mm. est-ce que c'est irréel ou est-ce que ça ne l'est Tout à pas? fait. Là, on est complètement dessus. Et comme je disais, les clés sont toutes données, même de manière très élémentaire. Quand à un moment donné, le petit Tommy Doyle, il y a Laurie Strode qui lui dit c'est bon, on peut partir, on est à l'aise, on l'a tué, et c'est le petit qui lui dit mais c'est le croque-mitaine, il meurt pas. Bah, c'est littéralement, c'est comme ça que Michael Myers fonctionne. C'est devenu l'incarnation du croque-mitaine. On n'a pas besoin de savoir pourquoi il meurt pas ou quoi que ce soit. Mais Oui. c'est une espèce de présence étrange et invincible, mais on reste au fleur, on ne le définit pas comme une créature fantastique. On ne lui donne pas des règles, hein, justement. C'est comme tu dis, là, pour le coup, c'est là que les Bah, règles c'est- vont venir par la suite. Ils vont essayer de les faire. Oui, c'est ça. ils vont Rétrospectivement, essayer, et c'est là qu'on va voir à quel point c'était pas nécessaire. Avant de pitcher le 2, je vais juste recontextualiser un tout petit peu. Donc on a eu le premier film qui a eu un succès. On va Jusqu'au dire un Tortue succès. Ninja, ça a été le film indépendant le plus rentable de l'histoire d'Hollywood. Mais comment tu sais ça, toi Mais Les c'est Tortues un Ninja. dictionnaire. Parce que j'ai vu un documentaire sur John Carpenter où il Hier. expliquait que Dis-moi que c'était hier. Tortue je l'ai Ninja vu. est un film indépendant. New Line. le premier. La New Line, c'est après. J'ai vu un documentaire sur Elias Koteas et ça dit pareil. Les Tortues Ninja, ça a révolutionné en fait le système indépendant J'adore les hollywoodien. Tortues Ninja. On ferait bien un épisode sur les 3 vieux films Tortues Ninja, ce serait Écoute, trop cool. bah, Manu et moi, on est à la mer ce jour-là, mais sinon. J'ai déjà mon anecdote allez-y, parce que allez-y. Les Tortues Ninja, le film, c'est le premier film que j'ai vu tout seul au cinéma en payant ma place. Oh, ça c'est bon. Voilà. Non. Moi, elle est trop bien. Oh Le là. premier film toute seule au cinéma en payant ma place, c'est Elle est trop bien. C'était magnifique. Vous ne c'est voyez quoi même pas ce que c'est. Non. Je te Ah, raconterai à la c'est- pause. oh, Oui, ça va vous faire mal aussi. ça. Oh non, c'est magnifique. Donc après le succès du premier film, les droits de la franchise sont vendus à Dino De Laurentiis pour 2 films. Alors Carpenter refuse de le réaliser. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Carpenter refuse de le réaliser, mais il est OK d'écrire le scénario avec sa petite amie de l'époque, donc Debra Hill. En fait, on a même un peu obligé. En fait, On l'a un peu obligé. Contractuellement, il s'est Mhm. retrouvé obligé en fait de devoir rempiler, et d'ailleurs, il l'a fait un peu à contre-cœur. Mais je crois que voilà, il n'y avait pas cette obligation d'être forcément à la réal, mais en tout cas, il devait produire le script. Il va y avoir beaucoup d'imbroglio de droit dans l'évolution de la série Oui, à d'ailleurs, mon par la avis. suite, hein, des changements de producteurs, de trucs, des obligations contractuelles qui amènent Par la telle tête, personne à ouais. revenir alors qu'elle n'a pas envie d'être là. Enfin voilà, ça va générer pas mal de difficultés. Mais donc c'est dans ce scénario qu'il décide de, on va vous pitcher, mais relier Laurie à Michel. Vous nous ferez un petit pitch après. Bon, pas toi, Lucien, tu ne pitcheras pas, tracasse pas. Et donc c'est le jeune Rick Rosenthal qui va réaliser Halloween 2. Mais Carpenter, il est quand même pas hyper fan de tout, donc il va carrément nous refaire des scènes post-pro. Donc il veut pas le réaliser, mais il veut quand même un Ouais. petit peu décider. Quoi. Il avait adoubé Rick Rosenthal. à Il la l'avait, base, oui, hein. Oui, c'est lui qui allait c'est- le chercher en fait, mais c'est. Oui, mais il était quand pas même content pas- du résultat. Bah, Non, d'ailleurs, il y a eu il des- trouvait que des c'était gros pas assez conflits, gore. il y a eu des gros, il y a eu des gros conflits entre eux, notamment oui, en post-prod. c'est ouais. que c'est tout du long en fait, c'est qu'au moment des rushs ça ne convenait pas, au moment du montage ça ne convenait pas. Marc Gobalt, qui est un grand monteur, est venu avec accompagné Rick Rosenthal à la salle de montage, elle a toujours pas fonctionné, et c'est là que Carpenter s'enferme pendant 2 semaines pour resserrer le film et va tourner, alors pendant 1 à 2 nuits, c'est pas très clair, donc il tourne le meurtre de Alice au tout début. Oui. Je crois une scène de transition avec l'infirmière vers l'hôpital et la scène de meurtre de
du vigile de l'hôpital, quoi. Alors, Mais voilà, donc, tu parles d'un hôpital, on va peut-être préciser que le Halloween 2 reprend exactement là où Halloween 1 se termine, sauf que évidemment, comme il y avait cette fin ouverte, en fait, on t'explique que Michael est à nouveau dans la nature et qu'il cherche à retrouver un couteau, d'ailleurs, ce qui va être justifié par cette première scène de meurtre que tu évoquais, qui a été tournée par après. Et en fait, on va découvrir petit à petit, parce qu'il y a une infirmière qui vient rejoindre le docteur Loomis, que Laurie Strode est effectivement la sœur de Michael Myers, et que c'est la raison pour laquelle il en a après elle, et elle va se retrouver à l'hôpital, et c'est pour ça qu'à partir de là, il y a Michael qui va chercher à atteindre cet hôpital, et ils viennent le chercher. Ça colle parfaitement avec l'hôpital et tout, c'est merveilleux. Laurie Strode, la sœur, c'est une idée de Carpenter, qui Oui, en est pas l'idée de très fier. Carpenter, Il a eu d'ailleurs en On est étant pas sous, très fier, ouais. il cherchait des idées en buvant et voilà, c'est tombé comme ça. Mais il y a un truc qui me pas encore la perturbe. PlayStation. Pas encore, ouais. Il y a un truc qui m'a quand même perturbé, c'est que c'est au deuxième film qu'il décide que Laurie est la sœur de Michael Myers. Mais dans le premier film, la vision subjective, c'est Michael Myers tout le temps. Il y a un plan où la vision subjective, c'est celle de Laurie. Et par après, moi je me dis, bah oui, en fait, je sais qu'il a écrit C'était comme après, une annonce. mais en fait, quand tu le sais, quand tu sais que c'est sa sœur, tu le vois comme ça. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. J'ai revu le premier encore ici pour la xème fois. Et je vois le plan, je me dis, bah ouais, il est en caméra subjective, mais en fait, il y a une seule autre personne. C'est un truc où c'est inconscient. caméra sub- C'était- Mais oui, mais moi, ça m'a... Puis après, c'est de l'exégèse de mise en De scène. l'exégèse. Ouais, J'adore ouais. ça. Voilà. Après coup, moi, je me dis, bah ouais, c'est Bah, bizarre. Après coup, on sent bien d'ailleurs que toutes les suites font toujours travailler sur la question du lien de famille entre Michael Myers et Le monde soit entier. sa sœur, sa Et nièce, quelqu'un. C'est tous ça. les autres, et comment le mal de Michael peut se transmettre à d'autres. Déjà, comment le mal est arrivé chez lui et comment il se transmet chez les autres. C'est un truc qui va alimenter scénaristiquement quasiment toutes les suites qui vont venir, sauf le 3 qui est un cas évidemment un peu particulier. Mais le 2 qu'il aime et bien. tout dernier qui justement Moi. parle de Le cette 2, je hypothèse trouve que pas non, mal. justement, Attendez, elle il y a n'est pas Manu du tout qui sa parle. sœur pour fin de compte ne pas être sûr que Tout ça. à fait. Mais avec la thématique malgré tout de la transmission du mal qui irrigue tout en Halloween Kills. On parle déjà d'Halloween Kills, donc on va. Non, Par on va d'abord rapport, faire le enfin non, pardon. Vas-y, on va tous se couper la parole, c'est pas grave. Vas-y. Non, mais par rapport au mal, il y a un truc dont on n'a pas discuté. On parlait, ça aurait été plus en lien avec le côté la lisière du fantastique, dont on parlait plus tôt. Mais il y a une idée géniale dans le film qui, visiblement, est peut-être pas tellement une idée, mais un concours de circonstances. C'est cette idée de lui filer la gueule de William Kirk, Shatner, quoi. ouais. De Shatner, Oui, de bah, Kirk. D'un masque de William Shatner pas très ressemblant. Ouais, en Oui. plus. Mais D'ailleurs, c'est bon, Tommy Lee toi, Wallace qui quand l'a tu le trouvé sais, à aussi. nouveau, Ouais, si c'est on rentre dans l'exégèse, etc., c'est brillant. Enfin, Oui, c'est oui, brillant oui. l'idée de filer au mal le visage Du Capitaine Kirk. du Capitaine Kirk, qui est à la fois Une icône. hein, une c'est- icône oui. fantastique, mais aussi une Mhm. icône extrêmement populaire ouais. et presque familiale. Mais qu'on ne d'une reconnaît pas certaine du manière. tout sous cette forme-là. Non, La non, forme non, qu'on on reconnaît. Bah non, mais là, Lui-même, carrément, on est dans C'est une justement dans ce qui une vue séduit d'esprit, mais Carpenter, c'est c'est... cette idée quasiment de quelqu'un qui porte la peau de quelqu'un par-dessus lui. Et c'est là, pour le coup, où Halloween va rejoindre un autre grand film d'horreur qui est le Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, où tu as cette même Meilleur film de idée tous les temps. qui est développée Tu vas être autour de copine du et mal, colis, quoi. toi. Vlad, tu dis que tu aimes ce film. Ouais, moi Es-tu le j'aime seul bien, Es-tu le seul Je regarde les autres. Moi, j'aime bien la dernière demi-heure, je l'assume, ouais. mais après, je Ouais. trouve que c'était catastrophique tout du long. Moi, j'aime bien la scène dans. Moi, j'ai de des choses que Bouilly. j'aime encore bien. Je Ouais, l'ai revu à la je baisse en le Je redécouvrant. pensais que tu suivrais plus là-dessus. Mais... Je l'ai revu à la baisse en le redécouvrant. J'en Ouais. avais un bon souvenir et c'est en le revoyant récemment plutôt que voilà. Bon, si on Non. fait tous moi c'est ma seconde vision et je suis d'accord que, en effet, la dernière demi-heure, je la trouve très efficace. Mais dans l'ensemble, je commence déjà à avoir du mal avec ce qui se passe dans la Mais narration. alors, quoi. moi, c'est vraiment dû à juste un truc de début d'adolescence où en fait, je me faisais souvent des soirées où je regardais le 1 et le 2 à la suite, où vraiment juste narrativement, je trouve qu'ils se complètent, enfin que ça fonctionne. Les deux s'emboîtent pas trop mal finalement, si ce n'est qu'il y a un truc vraiment que je déteste dans les films, c'est quand la scène d'intro est vraiment enfin, tu revois la fin du film Ah oui, précédent, c'est ça c'est horrible. quelque chose Et que je surtout supporte quand pas. la Contre la coupe, revisite ouais, et qu'on c'est se ça. raconte autre chose que ce Il y a- que tu as vu dans la t'as dernière l'impression séquence. Il y a eu des prendre un changements de film mise au en cours, du coup. scène, Donc ouais. théoriquement le film tout seul, voilà. Mais après tu sens que le film est vraiment pas tant une réponse à Halloween 1, mais à Vendredi 13. Parce que du tout coup à fait, t'as ce truc, tout à fait. Vendredi 13 qui lui est une réponse à Halloween. Ouais, Et entre-temps, tu as une flopée de slashers Voilà, qui sont ça, il faut le de préciser, films, et tu ouais. sens que C'est ça a ça. influé sur la manière dont celui-là. Ce qui m'a frappé en le revoyant, j'avais complètement oublié, c'est que Michael Myers, passé le premier meurtre, ne sert plus jamais de son couteau, et à chaque meurtre, il a une arme différente. Et là, c'est vraiment un des systèmes du slasher mis en place, c'est qu'il faut qu'il J'allais vire dire, un des points tu forts sens du qu'il y a la deux. volonté de dire il faut le montrer plus, Ouais. il faut en montrer plus. Et c'est là la problématique, c'est par exemple dès qu'on le voit
en pleine lumière, de manière trop rapprochée, c'est pour moi, là, c'est plus Michael Myers, c'est Michel le pompiste, quoi. Ouais. Il y a vraiment un souci vis-à-vis de ça. Ouais, c'est là où tout d'un coup, Ouais. tu bascules dans le ridicule. Mais Mais plus il les fait pas films trop d'erreurs avancent, à moi, ce c'est niveau-là, je trouve. plus ça le avance, souci que plus j'ai le dans- masque est moche. Tout à fait, oui. C'est Il y a quand même, mais- et c'est vrai que c'est là, en fait, il y a que Carpenter qui a réussi à lui donner une identité Bien sûr. visuelle qui lui est propre, Oui. parce qu'elle dépend de sa mise en scène. À partir du Tout à moment où on en fait autre chose, Déplacement, sa manière de se déplacer, juste son économie de déplacement, le fait que Carpenter fasse en sorte qu'on ne le voit jamais courir et tout le truc. Finalement, c'est jamais qu'un de ses collaborateurs qui fait The Shape dans le premier. C'est Donc Nick Nick Castle. Castle qui va être au scénario d'Escape from New York aussi. Réalisateur de Denis la Malice. C'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. On voit à quel épisode point, sur- non, ça va, j'arrête. quand on enchaîne les films rapidement, à quel point il y a un gouffre dans la oui. manière Ouais. dont Et c'est- Michael Myers ressort à l'écran. Il n'y a Et c'est- aucun réalisateur par la suite, même dans les films que j'aime bien, qui arrivera à lui redonner un soupçon de l'étrangeté qu'il avait dans le premier. Mais il y Ça, a- c'est hallucinant. sur le déplacement, il y a deux choses. Enfin, sur les choses qu'on vient de dire, il y a deux choses qui sont intéressantes à voir. Enfin, que la vision de tous les films les uns à la suite des autres permettent de relever de manière assez évidente. C'est l'évolution du gore, parce que c'est vrai que dans chaque film suivant est un peu plus gore que le précédent, ou plus ou moins, et ce jusqu'au Avec dernier une de David surenchère dans Gordon les Green. productions parallèles aussi. Hein. Évidemment, C'est- bien sûr, ça va de pair. Pas si gore Et- que ça, justement. Moi, je trouve que Non, mais la saga Halloween a un peu le cul entre deux chaises sur le slasher, c'est-à-dire Mais elle il y a cet démarre en héritage n'étant de pas du tout. Carpenter où on est toujours dans cette distance un petit peu vis-à-vis de certains effets gore, même si on va y céder. Ce qui fait qu'en fait, c'est comparativement avec une saga beaucoup plus médiocre, beaucoup plus d'exploitation comme les Vendredi 13, les Vendredi 13 remplissent beaucoup plus le cahier des charges, Ouais, qui c'est sont Ouais. douloureux à subir en visionnage continu, quoi. Je sais qu'on n'est pas censé en parler, mais dans les Rob Zombie et dans les Gordon Green, là on sent qu'il y a une volonté en tout cas d'aller dans le gore graphique, quoi. Mais il y a aussi sur le déplacement dont parlait Christophe, un truc qui est assez marrant, c'est que plus les films avancent, plus ils marchent vite. Oui, oui. Et c'est un moment, ça devient ridicule parce qu'il fait des petits pas un peu rapides comme ça. Mais je trouve que dans le 2, notamment dans les scènes, plus dans la dernière demi-heure justement, dans les scènes dans l'hôpital où tu vois, 40 minutes plutôt du coup, tu vois Michael Myers marcher dans les couloirs, je trouve qu'il y a quand même quelque chose, ça c'est juste mon point de vue dessus, mais je trouve qu'il a réussi à rendre une espèce d'aspect un peu labyrinthique dans les couloirs qui marche assez bien, je trouve, à l'image maintenant. Je sais pas si ça vient de L'hôpital, Rosenthal ça ou, joue aussi. Il c'est la conserve dernière une demi-heure. épure de l'hôpital, Ouais, pour ouais. le coup. Mais Bien moi sûr. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup j'aimerais de- bien le dire honnêtement, mais par contre, effectivement, par rapport, je reviens là-dessus sur l'influence de Vendredi 13, où il y a notamment la notion du body count, où dans le premier, tu avais 3 meurtres, effectivement pas gore pour un bal, où ici, tu sens qu'il se permet un peu plus de trucs en termes de violence visuelle, et qu'on passe à 7 meurtres. Et d'ailleurs, à la fin, tu as 2 policiers qui discutent et qui disent oui, ça a combien de victimes au final? Il dit 10, ce qui théoriquement n'est pas vrai par rapport au film, vu qu'il y en a eu 7. Mais donc, il t'annonce, en tout sur la nuit, il y en a eu 10, c'est ça, mais qu'il t'annonce le total à la fin, quoi. Ouais, Et c'est c'est le moment- assez, je me dis, c'est On est marrant, en train ça. de. Après, c'était supposé être le dernier parce qu'il ne pensait pas en Ouais. refaire. En tout cas, pas D'où les pas plans Michael sur le Myers. Alors, pour l'histoire. Chaque année. Michael Vraiment. Myers, à la fin de ce deuxième volet, brûle vif, en même temps que le docteur Loomis, a priori. Parce que, A priori. Il est aussi résistant que Michael Myers, un Loomis en fait. Incroyable. dans celui-là. l'alcool, ça Incroyable. tient envie. Bah, Parce que effectivement, ça on l'a pas précisé, les personnages du premier, j'ai parlé de Laurie Strode, mais Loomis est également là, puisque ça s'arrête, comme je le disais, juste après la fin du premier volet. Et il continue, en fait, lui, avec l'aide de la police, à traquer le personnage, finit par l'acculer. Je crois qu'il libère de l'oxygène, et puis après, il fout le feu, il y a une explosion, et on voit littéralement Michael Myers marcher en flammes avant de s'écrouler au sol. Là, on se dit qu'il est mort, a priori. C'est trop bien naïf. Mais- Et arrive le film numéro 3 pour avoir la réponse, mais non. Non. Mais Manu non. avait quelque chose à dire. J'ai Ah, quelque pardon, chose à dire vas-y. Sur la fin du 2, parce je pense qu'on a un consensus sur le fait quand même que la dernière demi-heure tient plutôt assez bien la route encore aujourd'hui sur le 2. Moi, j'y vois le fait que je pense qu'on retrouve quelque chose qu'il y a dans le Carpenter, c'est cette idée de resserrement de l'espace qu'on trouve dans beaucoup de films de Carpenter tout d'un coup quand le film se réduit à un seul lieu. Aussi avec beaucoup moins de Michael Myers soumis à être mis en lumière, donc beaucoup plus dans l'ombre, et donc on maintient une certaine distance vis-à-vis du personnage. Et moi, en le revoyant, ce qui m'a assez perturbé, c'est cette séquence justement où il sort des flammes derrière Laurie, et je me dis, cette image, j'ai l'impression qu'elle a été redigérée de bien meilleure manière
par James Cameron sur Terminator. Terminator. Ouais, tout à fait. qui est aussi un slasher détourné. Hein. Ouais, tout à fait. Et, tout à fait. et Carpenter et Cameron qui est un grand admirateur de Carpenter, qui va proposer à un moment via sa société d'effets spéciaux de bosser sur Los Angeles. Oui, puis qui a travaillé sur New York 97 voilà, aussi. c'est un grand admirateur de Carpenter, donc je suis très curieux tout d'un coup de cette filiation entre les deux films, d'autant plus qu'on peut aussi voir dans le personnage de Laurie Strode enfermé dans Tosto une évocation de Sarah Connor dans ça va Terminator devenir 2. évident avec les Gordon voilà, Green. C'est assez étonnant de voir ce parallèle-là entre ces deux films-là. Je pense que c'est des schémas en même temps d'influence. On voit qu'ils observent très fort l'industrie qui évolue en parallèle dans les genres respectifs dans lesquels ils évoluent, puisqu'effectivement, il y a très clairement, plus on va avancer dans la Halloween, plus il va se Jason-vouriser. Michael Myers, mais il va aussi se terminatoriser. Exactement, tout à mon sens. Donc là, je vais il est quand même moins badass quand il avance. Sa façon de marcher comme une force implacable que vraiment rien ne peut arrêter. Il marche, peu importe, il va pas vite, mais tu sais qu'il te rattrapera parce que rien ne peut l'arrêter. Il y a vraiment quelque chose du Terminator. Oui, tout à fait. Mais c'est parce qu'après, qu'est-ce que tu filmes de cette marche? C'est là que la question de la mise en scène revient. On parle beaucoup plus de mise en scène ici que sur les Vendredi 13. Je pense que c'est pas un hasard, mais c'est parce que justement, tu peux voir à quel point c'est important. En ayant en fait plus ou moins les mêmes choses racontées, mais avec voir la même équipe technique. Et voir la même équipe technique, effectivement. Et sur la pardon. Vas-y. Non, mais sur la même équipe technique, il y a un truc qui est fascinant pour faire peut-être la transition avec le 3. Moi, je trouve que ça m'a vraiment marqué parce que j'ai vu les 3 premiers sur 2 jours. C'est de voir à quel point la gestion de la plasticité et de l'espace dans le 1 est parfaite. Dans le 2, on garde la plasticité parce qu'on garde le même travail de la lumière, etc., qui marche encore assez bien, mais on perd déjà au niveau de la gestion de l'espace. Et le 3, on a encore... Enfin, à chaque fois, il y a une dégradation à ce niveau-là aussi, alors qu'on... Il a fait que les 3 premiers, Kundy, je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Dans le 3, on a encore aussi là, on est plus dans une teinte, dans une gestion de la lumière qu'on peut encore rapprocher des 2 premiers, mais par contre, on perd vraiment tout le reste là-dessus. Et c'est assez marrant de se dire c'est quand même une équipe technique qui a priori est relativement semblable, avec en tout cas certains ont changé de poste avec le Real du 3, etc. Mais de voir à quel point de voir la déliquescence là-dessus. On voit qu'en même temps, il y a vraiment cette famille de cinéma, Dean Cundey, qui est vraiment le bras droit de Carpenter sur tous ces trucs. Et même, c'est par fidélité à Carpenter qu'il a refusé Poltergeist et qu'il a fait Halloween 2. Je veux dire. Et puis après, par la suite, ils sont séparés. Et Cundey a fait la photo de Jurassic Park, d'ailleurs, si je me trompe pas. Mais c'est très. Je trouve que le style de Dean Cundey est un style visuel, moi qui me manque d'ailleurs d'une certaine façon, parce que c'est un réalisateur, c'est une photographie qui a pas peur du noir. Elle a pas peur. Quand on voit Escape from New York, c'est fou de voir à quel point c'est un film qui a pas peur de l'obscurité, de la pénombre, et qui filme des décors vastes mais avec des grands aplats noirs. On parle de Gordon Willis du genre. Tu parlais de John Scare. Dans le 1 est absolument dingue, compte tenu du petit budget, de plein de choses, des idées qu'il a sont absolument à mettre au crédit de Cundey. T'as dit exactement ce que j'allais dire. Oui, tout à fait. Y compris ce plan où t'as Laurie qui pleure à l'avant-plan et t'as le visage de Michael Myers qui apparaît. Le plan le plus terrifiant du film, de loin. C'est formidable. Et puis en plus, esthétiquement, c'est une beauté pas croyable. Et c'est vrai que cette esthétique, même dans les films que j'apprécie, on est dans le premier, effectivement, ça va vachement se perdre. Et donc, Halloween 3 c'est moi qui vais lancer le 3, mais quand même, dans la fin du 2, vous avez vu la plateforme quand il tombe de la fenêtre? On ne voit que ça. Moi, j'ai rembobiné 2 fois. Rembobiné. Oui, rembobiné, j'aime bien ce mot. Mais Caro rembobine, voilà, c'est l'information du jour. Moi, c'est sur DVD quand même. Mais quand il tombe par la fenêtre, on voit en fait qu'il a une plateforme sous les pieds pour être directement sur la rambarde. Ça se voit, mais comme le nez au milieu de la figure. Effectivement. C'est aussi un truc. Moi, ça m'a, mais je l'ai mis 3 fois. Je dis non, c'est pas possible. On voit vraiment qu'en fait, il y a le sol, la balustrade, et t'as la plateforme comme ça. Mais et on voit c'est quand on parlait là pour le coup de manière plus triviale, mais c'est toute la différence qu'on a avec un metteur en scène. C'est une catastrophe. On ne voit que ça dans cette scène. Moi, ça m'enlève toute peur à cette scène. Enfin, pas que j'ai vraiment peur du. Il en faut beaucoup pour me faire peur quand même. Donc, on arrive au 3. Donc Carpenter et Debra Hill, encore une fois, ne veulent pas faire de suite, mais se retrouvent de nouveau
à y être pour quelque chose et donc vont uniquement produire ici le film, si je ne me trompe Season pas. of the Witch. Season Me of the semble Witch. Carpenter sorcier va quand même faire la musique. Oui. Oui, il fait la musique. Et Il fait la finalement, musique. il va un petit peu participer au scénario, mais Oui, voilà. tout à fait. Oui, tout à de fait. loin. Et je crois que ça vient de Carpenter, l'idée justement de s'éloigner de, Oui. de la C'est saga. ça, c'est pour son essayer idée. de le Faire une d'aller saga plus vers d'anthologie. Une anthologie autour une d'Halloween. anthologie. Et à Anthologie. une époque, justement, c'est Joe Dante qui est attaché au projet. Quoi. Ouais. Mais Oui, ça oui. ne se fera pas. Tout à fait. Ici, c'est Tommy Lee Ça aurait été Wallace pas qui va le réaliser. Tommy Loas qui fera l'adaptation de ça. Et qui était Voilà, le directeur l'adaptation de artistique ça. sur le 1 et le 2, je crois d'ailleurs. Oui, Exactement. tout à Le fait. premier, le 2 aussi. Au moins sur le premier, deuxième, je suis pas premier, sûr. ouais. Mais, C'est le premier. Et monteur donc, aussi, il a fait Le le monteur. monteur, c'est ouais, ça. bien sûr. au départ, le scénario, j'ai lu que c'était mais ça, je ne le savais pas, que c'était Nigel Neal. Oui, Comment vous le qui est- prononcez qui est correctement un- Je Je ne me sais rappelle pas. tout En son pas du anglais. café, qui était le créateur de Quatermass, donc une série de films britanniques, effectivement. Au départ, il est au scénario, mais il n'est même pas crédité. Non, parce qu'en fait, c'est il va Tommy Lee Wallace refuser, qui il va va reprendre. refuser régulièrement toutes les propositions de Tommy Lee Wallace sur le film. Et à un moment, ils vont se séparer de De lui. lui. Ouais. Bye. Il n'a pas été sélectionné pour rien non plus, puisqu'il faut savoir que Carpenter, quelques années plus tard, quand il signera le scénario de Prince des Ténèbres, il le signera Martin Quatermass, qui était le personnage qui avait été créé par le scénariste en Mm. question. J'ai dit Bernard, moi, tantôt. Qui a envie Tu ne viendras plus. Qui a envie de nous pitcher ce troisième film Bah, vous voyez l'invasion des profanateurs des sépultures, Ouais, vous c'est voyez ça. Wargame, Seagull, ouais. voilà, vous mixez un peu les deux. Vous voyez The Season of the Witch de Romero. Bah, c'est pas ça. Eh ben, c'est moins bien. Rien à voir. Vlad, tu nous pitches le 3 Un petit Alors, du exercice. coup, oui, attends, donc du coup... Je peux te faire la musique si tu veux. Ok, je vais essayer de le faire en chantant. Non, on va pas le faire en chantant. Non, donc oui, fait intéressant déjà, c'est que c'est le premier film qui vraiment va prendre vraiment pour point central la fête d'Halloween vraiment dans son scénario. Et d'ailleurs, c'est même un des rares films. Enfin, vraiment, ça va être le moteur du film encore plus que le premier, peut-être sur certains aspects. Donc, dans une petite ville, ça ne se passe plus d'ailleurs à Dunfield, Ouais, c'est je ça, pense. Je ne sais plus où c'est, en Californie, c'est tout ce que je me rappelle, mais bon, ça va pas m'aider beaucoup. Il y a donc une pub qui passe à la TV, je suis désolé, le speech est très mauvais. Une pub qui passe en boucle à la TV, en fait, qui incite des enfants à acheter des masques d'Halloween, donc un squelette, une citrouille et une sorcière, et à les porter à un moment bien précis le soir d'Halloween à 21h, je crois que c'est ça le. Devant un l'heure spot précise. publicitaire. Devant un spot publicitaire, et donc c'est un spot lancé par la société Silver Silver Shamrock. Shamrock. Voilà. Oui. Silver Shamrock. Et ça s'ouvre du coup Chris, sur il quoi s'éclate là. hein. Si on faisait que ça pour. Pardon. non, mais j'essaie. Non, mais ça, en fait, ça m'aide à avoir des images du film. Donc c'est bon. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'encore une fois, une de mes merveilleuses références, quand j'étais petite, je regardais Fantomette en série télé. Oui. Et il y a un épisode de Fantomette où ils reprennent exactement le même scénario que dans ce film. Et c'est oui. bien ou pas du coup C'était merveilleux, évidemment. Il faut savoir que le premier contact que j'ai eu avec Halloween 3, que C'est j'ai vu Fantomette. En fait, non, j'ai vu le Halloween 3, je l'ai découvert la première fois l'année dernière. Je l'avais pas vu C'est vrai d'ici là. Mais par contre, je connaissais la musique. Ah oui. Parce qu'à l'époque, j'avais loué le CD avec toutes les musiques d'Halloween et tout. Elle Et ça vient m'avait dans frappé. notre truc avant apparemment. L'air a été repris d'autres choses, mais Ah, je on ne peut sais le reprendre plus tout le temps si ouais. tu veux. Ouais, si tu veux. Mais donc, qu'en as-tu pensé, Vlad Moi j'adore le 3, enfin j'adore. En fait je trouve que c'est une série B très. Tu sens parfois que c'est pas la plus grande mise en scène du monde. En même temps, bon, Tommy Lee Wallace, tu vois un peu tout. Fright Night 2, ça il est revenu ou des trucs comme ça. C'est pas toujours des très grands films, mais je trouve qu'il c'est un peu comme Critters par exemple en termes de série B, vraiment ultra honnête et super. Et quand elle décide d'être vraiment généreuse, elle y va à fond. Il y a quelques scènes, je trouve que t'oublies pas d'Halloween 3. Maintenant, bon, c'est clair que c'est un fameux chamboulement par rapport à avant avec la fin de Michael Myers, etc. Mais moi j'apprécie beaucoup cette idée de. Même le jeu partir, d'acteur Tom Atkins. Moi, j'ai toujours eu du mal quoi. avec lui. hein. Ouais. C'est dur quand même. Hein. Ouais, mais sa moustache. Ouais, c'est- Moi j'ai une Non, grande mais sympathie pour ça- lui. Quand il est... Alors que Tommy Lee Wallace est super dans USS Marshall. Non, mais ce gars, quand il est vraiment avec son énorme moustache et qu'il voit les enfants mourir, je ne sais pas, il joue un genre de... On est vraiment Joey Triviani qui joue Ouais. la peur et la tristesse, quoi. C'est vraiment une catastrophe. C'est Ah, genre- ça m'a pas aussi frappé que ça. C'est Ouais, vrai. ouais. Moi, je trouve trouve ça un peu dur, catastrophique. quand même. Ouais, je crois que Ah non, je trouve c'est ça tellement catastrophique. une tête connue des années 80 Il est dans ce genre de comme truc que t'es juste content de le voir en fait. Je sais Mais Moi, ce que j'aime bien, c'est ses cascades. Mais... pas. Moi, c'est ces méthodes de séduction où tu comprends pas comment est-ce qu'il arrive à séduire, la fameuse scène avec la. Peut-être qu'il faut parler du film peut-être en détail Ouais. pour revenir à Oui, cette voilà. scène-là. Mais... Non, mais tu parlais de Bah, la attends, scène alors, directe. je reprécise, je n'aime pas ces méthodes de séduction, c'est juste que dans le film c'est très particulier. Bah, disons que ça évoque à nouveau Jackie et Michel. Voilà. Oui, tout à fait. Surtout la moustache. Non, mais c'est...
Vas-y, Christophe. Non, c'est vrai que moi, comme je dis, je l'ai découvert assez récemment en fait, parce que j'ai toujours associé Halloween à Michael Myers. Comme quoi, en fait, mes réflexes de spectateur de base sont exactement ceux du public d'habitude. Tu vois, c'est juste que Halloween 3, j'ai envie de le voir, mais il n'y a pas Michael Myers, donc je vais plutôt voir tous les autres, alors qu'il est quand même nettement meilleur que pas mal d'autres, des suites, mettant le film en place. Mais il y a il y a malgré tout une forme de cruauté dans celui-là qui est assez surprenante, notamment parce que lorsque les enfants mettent des masques et puis il y a une espèce de puce. C'est un peu particulier comme système, hein. C'est une technologie qui a été créée à partir des pierres de Stone Age, donc elles ont une espèce de magie en elles, enfin voilà. Mais donc par contre, quand ils entendent une certaine fréquence, véhiculée par le fameux spot que vous connaissez tous maintenant. Mais en fait, il y a quelque chose d'horrible qui se passe et jaillissent du visage de la personne qui porte le masque des horreurs, des animaux, des serpents, des trucs, et on voit que c'est très douloureux pour la personne. Et on voit que dans le film, c'est la première fois qu'on voit ça se passer. Enfin non, c'est pas la première fois, mais qu'on est en mesure de sentir la douleur de la personne qui le porte. C'est un gamin d'une dizaine d'années. Et moi, j'aurais préféré que ça leur donne envie de tuer des gens. J'allais venir au fait que, en fait, on évoquait effectivement le deuxième volet qui devenait plus gore que le premier parce qu'il fallait de la surenchère. Il y a quelque chose en fait que je trouve une différence fondamentale entre le 2 et le 3, c'est que le gore qui était très fun dans le deuxième devient vraiment très inquiétant dans celui-là. Parce qu'il tue des enfants. Oui et non. C'est assez rare qu'on s'autorise dans les films. Il y a ça, et puis il y a aussi la façon dont c'est présenté. Oui, mais ici, tu vois. Après, j'ai envie de dire chez Tommy Lee Wallace aussi, parce qu'il a quand même fait ça. Ouais. Il a un truc, il aime bien de massacrer les enfants, lui, dans ses films. Oui, mais que dans ça, dans la. De quoi ça? Je rigole. Mais vas-y, Vincent, parce que je t'ai Non, coupé. ça va, j'avais terminé en fait. Ah, ok. On se coupe tous. Ouais. Mais vous aimez bien le 3? C'est comme dans les jurys, on salue le geste. Mais je trouve intéressant l'idée justement de quitter la franchise, et pour le coup on peut saluer ça, au moins cette démarche là dans ce film là, de faire un pas de côté. Après, je trouve que le film fonctionne c'est peu. Je m'amusais à dire que c'était un mélange de Wargame et de l'invasion des profanateurs de sépulture, mais je trouve que la sauce prend jamais réellement. Et c'est le souci, je me désintéresse assez progressivement du récit, des personnages. Et donc, après, ça reste que c'est un film qui appartient encore aux années 70. On est vraiment encore dans cette fiction paranoïaque, on est vraiment dans effectivement l'invasion des profanateurs de sépulture. C'est toute cette idée-là qui est assez intéressante, je trouve. Une relecture un peu moderne qui n'est pas inintéressante, mais voilà, c'est toutes les lacunes on parlait de mise en scène. Oui, ça fonctionne pas, quoi. Pour moi, tu rigolais sur ce côté, c'était méthode de drague de lourdingue, mais faut l'acheter, ce couple, tu vois, le couple entre ce vieux docteur et cette jeune fille de vendeur de masques d'Halloween. C'est quand même chaud, quoi, quand même, tu vois. Donc à un moment, voilà, c'est quand même un film qui a au moins, voilà, c'est un film honnête, je pense, dans l'idée de vouloir se démarquer du côté vraiment exploitation dans lequel vont sombrer tous les autres films, mais qui se donne pas les moyens d'aller au-delà, quoi. Moi, je trouve qu'ils se donnent les moyens. Moi, je trouve aussi. Je trouve qu'ils se donnent carrément les moyens. En fait, moi, c'est ton préféré? En fait, ça fait partie de mes préférés. En fait, ce que j'aime vraiment bien dans ce film, c'est le climat d'inquiétude constante qu'il arrive à poser. En fait, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, énormément dans le traitement, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais l'antagoniste, il s'appelle Cochrane, et il a une armée d'hommes de main à lui. Et ces hommes de main-là, ils participent énormément à rendre le film super étrange et super inquiétant. Ces éléments-là, c'est vraiment les éléments qui me font flipper, bien plus que le 2, qui ne me fait pas peur, tu vois. C'est vrai, moi je trouve ça hyper mou. Moi, je trouve que ça marche pas à cause du jeu d'acteur. J'ai vraiment un problème. Il y a un rythme de montage. Oui, c'est ça, c'est vraiment mou du genou au niveau du montage, que ça marche pas pour moi. Pas, moi je ne trouve pas que le film fasse peur, mais je trouve que l'étrangeté du film marche très bien. Par contre. Je trouve aussi il y a un climat un peu particulier, et j'aime bien aussi en termes de setup fantastique cette idée que justement de mélanger à la fois les traditions druidiques, Stone Age et tout le truc avec une forme de menace technologique. Ça c'est assez malin. Ce qui n'est pas quelque chose qui se fait couramment, parce que justement on a plutôt tendance à voir ça comme d'un côté c'est le fantastique ou de l'autre côté c'est la science-fiction. Ouais. Et finalement, d'une certaine façon, ça préfigure aussi ce qui va se passer avec Prince des Ténèbres, où on va avoir des scientifiques qui analysent le mal là-dessus. Donc on a quand même... Sauf que le moment de bascule, moi, où ça ne fonctionne pas, c'est typiquement quand
t'explique réellement quels sont ces personnages-là et entre guillemets leur réelle identité. Où d'un coup, on se retrouve à plonger dans un corps qui a du liquide un peu jaunâtre. Dont on sort. Et là, non, mais c'est pour le coup, on parlait justement d'un moment où on franchit la barrière du ridicule. Là, on y est. Oui, là, je suis d'accord avec ça. C'est la problématique. En fait, pour moi, c'est une erreur, ça. Cette scène, c'est une erreur. Mais tu l'as vu quand, le 3 Tu l'as vu récemment, j'ai découvert récemment. Et récemment, il nous a envoyé un message en disant pour moi, il y a T2 et le sang du sorcier. Exactement. Mais dans l'ordre, pas dans le même ordre. Alors même si on pourrait en parler 100 ans de ce film, je propose qu'on passe à la suite parce que je pense qu'on a plus d'une heure et qu'il nous reste 5 films. Il nous reste 50 minutes pour parler. Il y aura il va y avoir moyen d'aller assez vite. Encore que je peux vous parler du Producer's Cut d'Halloween 6 que j'ai vu ce matin. Mais en attendant, on va revenir au 4 parce que le 4 il marque le grand retour de Michael Myers. Michel revient. Pourquoi ? Principalement parce que Halloween 3 ne fonctionne pas. Malheureusement, il fonctionne pas en salle. Et puis il va y avoir il va y avoir plusieurs années qui vont s'écouler entre le 3 et le 4. C'est un sacré gap pour des slashers. 6 ou 7 ans, 6 ans, ce qui est énorme pour des slashers, sachant que déjà à ce moment-là ils sont au 7e Halloween, en 88, au 7e. Au 7e Vendredi 13. Vendredi 13, pardon, oui, lapsus. C'est ça. Qui se produisait quasiment toutes les années. Et donc là, l'idée pour redynamiser la franchise, puisque le concept de on va faire un élément horrifique différent à chaque Halloween et laisser tomber, et donc ils vont opérer le retour de Michael Myers avec des raisons. Écoutez, qui veut pitcher le film? Il est plus compliqué. Lucien dit non. À la fois oui et non, on peut j'ai déjà oublié le début. Non, en fait, donc Michael Myers, en fait, il est pas mort. Voilà. On n'explique pas vraiment. Non, c'est pas le pire. Ça, je défendrai Christophe sur ça. C'est loin d'être le pire. Non, ça c'est très loin d'être le pire. Je l'aime bien, moi, le 4. Donc oui, en fait, Michael Myers n'est pas mort. Voilà, premier scoop. Le docteur Loomis non plus, comme ça vous êtes tous au courant. Incroyable, mais ils ont tous survécu. Ils ont des petites brûlures, mais ça va encore. Voilà. Mais donc. Ils ne sont pas... Mais par contre, on a un nouveau personnage qui apparaît, qui est la petite Jamie. Elle est insupportable. Mais je ne suis pas d'accord. Enfin... dans le 4, je ne suis pas d'accord. Mais enfin, bon, voilà. En fait, cette petite Jamie qui est présentée, en fait, c'est la fille de Laurie Strode. Laurie Strode qu'on nous présente comme étant morte maintenant dans un accident de voiture depuis un petit temps. Donc, Laurie Strode, la fille de Laurie, donc la petite Jamie, elle a été adoptée aussi. Et puis, ce qui se passe, c'est que des ambulanciers transfèrent Michael Myers, qui est catatonique depuis les événements du 2. Depuis 10 ans, ça fait 10 ans. Voilà. Et puis, il y a les ambulanciers qui disent il y a du massacre, il n'y a plus que sa nièce qui a survécu. Et là, Michael Myers apprend qu'il a une nièce. Et donc, du coup, il se réveille, il se dit zut alors, j'ai quelqu'un à tuer. J'ai pas fini mon travail. Et donc, il écrase la tête tout de suite de quelqu'un dans l'ambulance. Et puis, il se met à traquer la petite qui commence à avoir des visions de son oncle. Faut bien l'appeler. C'est comme dans Harry Potter. Non, il a déjà des petits flashs où elle le voit. Au début du film. C'est comme Harry Potter et Voldemort. Non, si t'as raison. Oui, effectivement. Elle a un flash où elle rêve. C'est du rêve. Ils sont reliés par Et le film est réalisé par Dwight Little. Le célèbre Dwight Little. Le célèbre Dwight Little qui est l'année d'après, je pense, un Fantôme de l'Opéra avec Robert Englund et qui a réalisé aussi Rapid Fire avec Brandon Lee. Attendez, Dwight Little, c'est pas il n'y a pas un film avec une souris? Non, mais il n'y a pas un Stuart. Son cousin Stuart C'était sérieux est une souris. Il faisait du montage, il grignotait les bancs à l'époque. Non, moi j'avais vraiment. On pourra faire un épisode sur Stuart Little si tu veux. Peut-être moi je fais un épisode sur Dwight Little, la souris. Vous n'avez pas encore vu, mais Dwight Little, réalisateur d'Anaconda à la poursuite de l'orchidée de sang. Voilà. C'est pas le meilleur des Anaconda. Mais c'est clairement Dwight Little, quelqu'un qui est, c'est un beau représentant de l'industrie de la série B, mais pas dans le sens snob comme Carpenter a pu l'illustrer, mais vraiment dans le sens technicien du terme. Il enchaîne les films avec une certaine efficacité, il sait caler les trucs, surtout qu'Halloween 4 se réalise dans des conditions encore une fois extrêmement difficiles parce que faut que ça soit tourné vite, faut que ça s'écrive vite, et donc il y a un réalisateur chevronné qui arrive derrière la caméra, mais ça a été mentionné déjà quelques fois ici, là pour le coup la rupture esthétique avec déjà on change de format. Le changement de format, c'est ce qui m'a le plus dérangé. Cette impression de regarder un téléfilm en fait. Un téléfilm. Tout à coup.
Mais peut-être juste parler par rapport à ça aussi, si on en vient au retour de Michael Myers, c'est parce que le 3, en fait, beaucoup de gens disent qu'il n'a pas marché. En fait, c'est pas vrai, il a marché. Mais c'est que les critiques, en fait, ont dézingué le film parce qu'il n'y a pas Michael Myers, parce que la production, la communication avait vraiment été juste. Ah oui, ils ont eu peur. Hein. Parce que je sais pas si vous voyez la bande-annonce de Halloween 3, c'est juste on voit je crois que c'est une tête de mort ou un masque où on voit une espèce d'araignée en sortir, et c'est juste. On annonce Halloween 3, le sang du sorcier, et c'est parce que justement il n'y avait pas ce Michael Myers, que ça n'a pas été dit aux gens, que les gens ont pété un câble. Et si ça a pris si longtemps, c'est parce que pendant carrément. Aujourd'hui, ils signeraient des pétitions. Ils avaient des problèmes plus importants sur les réseaux, mais c'est pour ça que ça a pris si longtemps aussi, parce que pendant 6 ans, tu as eu une bataille où Carpenter, lui, avait en fait encore des parts dans la production, mais qu'il y avait des idées de scénario qui avaient été lancées. D'ailleurs, il voulait se baser sur les deux gosses du premier qui ont survécu, dont Tommy. Oui, Tommy Doyle, qui reviendra deux fois. Qui reviendra Paul Rudd, c'est ça. Ant-Man, voilà, qui reviendra. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais d'où le fait que Carpenter se casse et qu'il a revendu toutes ses parties dans l'affaire, mais que j'ai un trou. Moustapha Akkad, oui, le producteur. Mais ça t'as déjà parlé, donc on en est là. Voilà, pardon. Oui, il prend tout le contrôle en fait à ce moment-là, Moustapha Akkad, et donc effectivement. Qui est un peu le Kevin Feige de la. Oui, c'est la franchise Halloween. Chaque film est conçu en mode marabout. On avance des billes. Le Kevin Feige syrien. Oui, tout à fait. Mais vraiment, sérieusement, vous n'avez pas envie de la buter, la petite ? Non. C'est moi j'ai un attachement parce qu'elle joue dans le dernier Samaritain de Shane Black, et donc c'est possible. Après, quand on l'a fait jouer, on peut pas souffler dans le 85, quand on dit le dernier Samaritain. La psychotique, là, ça devient quand même très problématique. Mais après, c'est ce qu'on en parlait, c'est là pour le coup. On n'a plus du tout le pas de côté du 3. Là, on cherche à raccrocher les wagons dans tous les sens. À chaque fois, ça va être la problématique des Halloween, où on va créer des personnages qui ont une filiation avec le film original ou un personnage du film original, etc. Et c'est catastrophique. Bon, on tourne dans une logique de telenovela, mais catastrophique. Et en fait, moi je pense que c'est à partir de cet épisode-ci qu'il commence à y avoir cette espèce de grand écart super difficile à tenir entre ce qui a été posé dans le premier film et qui continue d'être posé par le docteur Loomis dans le film, à savoir c'est le mal absolu, on peut pas négocier, etc. Et à côté de ça, développer une mythologie, ce qui fait que ça l'humanise bizarrement. Le développement mythologique va surtout venir à partir du 5. Dans le 4, on est encore dans une structure de slasher assez. L'apport du 4, sa particularité, c'est le personnage de Jamie, c'est le fait qu'il y ait la petite dedans. Et là, par contre, on arrive, je parlais tout à l'heure de ce ressort scénaristique, de l'idée de la transmission du mal de Michael Myers, qui à un moment donné doit transmettre ce mal à quelqu'un. Puis bon, on va pas spoiler grand-chose, mais moi à l'époque, j'avais même été surpris du final, où on voit que c'est la petite qui va tuer sa mère et qui après reprend. Je trouve que dans un niveau comme dans la scène du premier film, hein. Tout à fait. C'est quelque chose, encore une fois, comme entre le 1 et le 2, qui est annihilé par le suivant, quoi. Oui, tout à fait, bien sûr. Par contre, ce qui est hyper stupide pour moi, c'est qu'à la fin du 4, toute la partie en caméra subjective, on voit qu'il y a 1m80 quoi, de taille. Oui, et puis elle est interrompue, le plan séquence n'est pas complet, il est interrompu, ça coupe. C'est gênant, ce truc-là. Ouais. Mais on sent qu'il y a effectivement une efficacité. Moi, je trouve que par exemple, il a un certain sens du rythme interne au niveau des plans et des trucs ainsi. C'est un réel qui a travaillé l'action, donc je pense que moi, je m'emmerde pas quand je vois Halloween 4. Hein. Je le trouve bien au-dessus de la plupart des Vendredi 13 ou des trucs ainsi. Personnellement, c'est pas difficile en même temps. Non, c'est pas difficile, mais c'est que juste malgré tout que j'ai bien aimé alors on pourra dire que c'est peut-être se raccrocher à pas grand chose, mais que au moins j'apprécie dans les Halloween au moins jusqu'au 8, mais en fait il n'y a que le 8 finalement qui fait exception un peu à cette idée là, c'est que malgré tout ils essayent de pas trop dévoyer ou de pas trop rire de la mythologie, ils restent dedans à chaque fois. Là où par exemple dans les Vendredi 13 on va vite commencer à faire du jeu clin d'œil, méta, rigolard, oui donc Jason il est quand même beau, fait tout le truc. Là, même s'ils s'y reprennent à chaque fois, ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus dur à suivre, de plus en plus même pathétique à certains points, d'amplifier la mythologie pour raconter des trucs. Au moins ils rentrent pas dans un jeu où ils se moquent d'eux-mêmes constamment, quoi. Ils restent quand même dans cette idée de on va quand même essayer de jouer le jeu du film fantastique horrifique sans cligner de l'œil, sans faire le truc. Il va y avoir des exceptions qui vont arriver, hein, notamment dès le 5, il va y avoir ces deux flics un peu ridicules là, comme ça. Oui, avec la musique de cirque. Ouais, donc là c'est complètement. C'est là que à partir du 5, pour moi, ça commence vraiment là, tu dérapes complètement dans des trucs comme ça. Cette musique de cirque, cette scène de. Enfin, on n'est pas encore au. C'est les mêmes musiques que tu as dans le premier film de Wes Craven, qui est. Chaque fois qu'il accompagne les flics, on est vraiment dans. Oui, tout à fait. Mais c'est le personnage de Dewey. Oui, c'est ça, mais c'est les flics un peu débiles, qui se tournent comme. Je trouve que c'est pire dans Halloween 5.
Je trouve que dans Halloween 5, c'est vraiment encore plus tourné en ridicule. Ouais, Mais, tout à moi, fait. le 4, je le défendrais. En fait, c'est un truc que peut-être le seul que j'ai réévalué en fait en voyant tout. Enfin, les 8 premiers en tout cas. Où moi, c'est un film que j'avais en tête vraiment slasher basique de chez basique, où ils savent plus trop quoi faire de Michael Myers. Et en fait, en le revoyant, moi, j'étais plutôt surpris par en tout cas les 45 premières minutes. Je dirais, je trouve que la dernière demi-heure, on est vraiment sur un truc très classique de voilà, il y a la course finale, il faut arrêter le truc, il meurt à la fin, voilà, tu sais qu'il revient après, mais voilà. Mais par exemple, j'aime beaucoup le générique en fait d'intro. Parce qu'on n'a peut-être pas parlé des génériques d'Halloween, mais les 3 premiers, il y avait cette espèce de récurrence avec la citrouille sur un fond noir. Enfin, le 3e c'est un peu différent, mais on va dire grosso modo c'est ça. Et là, en fait, on te filme le juste. thème de Carpenter aussi. C'est vrai qu'on en a pas. J'ai entendu. Avec le thème de Carpenter aussi. Oui, c'est vrai qui habille énormément la chose. Composé en 3 jours d'ailleurs, mais. Oui, donc il y a vraiment c'est le générique du 4 où du coup tu as déjà une transgression où tu vois ces espèces de plans espèces de fond, je dis moi dans ma tête Amérique profonde, je sais pas si c'est vraiment ça, mais avec ces espèces de bâtiments, vieilles cabanes abandonnées avec des vieilles décos d'Halloween où on sait pas trop s'il y a encore des gens dans les environs. Il y a une ambiance très crépusculaire, c'est coucher de soleil, et en fait la première demi-heure j'ai l'impression qu'on joue sur une espèce de côté légende urbaine. C'était déjà le cas en fait dans le premier Carpenter, mais je trouve qu'ils ont quand même pas mal réussi à rejouer ce côté, vu que le 4 vraiment, on parle du retour de Michael Myers, ce film s'appelle littéralement comme ça, et on joue beaucoup sur cette idée de comment est-ce que je pourrais expliquer ça, j'ai encore du mal à mettre mes mots là-dessus, mais oui, comme un fantôme du passé qui revient, et justement t'as ce personnage de Jamie Lloyd qui voit pas dans des scènes spécialement bien mises en scène ou quoi. D'ailleurs, l'apparence de Michael Myers, c'est assez raté dans celui-là, je trouve. Ah bah il a l'air raté dans tous après, j'ai envie de dire. Là, celui-là, vraiment, on dirait vraiment qu'on a mis un masque tout tout propre, tout net, etc. Là, tu commences à voir que le masque est vraiment bleu. Ouais. Au début, il y a un côté un peu blanc, sale, etc. Là, il est bleu ciel, en fait, ça limite un peu la... Oui, tout à fait. Et puis là aussi, il se terminatorise, il devient massif. Et en fait, ça devient l'ambiance générale, même plus celle d'un film d'action sur plein de trucs. Même Haddonfield, on la reconnaît pas. Même si je trouve que l'Haddonfield qu'on voit dans Halloween 4 me fait beaucoup penser à l'Haddonfield qu'on verra dans David Gordon Green, par exemple. C'est que les ambiances sont beaucoup plus... Mais justement, vraiment, c'est peut-être le seul écart qu'on fera sur cette nouvelle trilogie, mais qui veut nier tous les autres films à partir après le 1, et alors en fait qui ne fait que s'emparer, bien sûr, et piocher déjà dans l'idée même de continuer la première nuit, qui est vraiment l'idée du 2. Donc c'est vraiment un film de Gordon Green qui, bien malgré ses intentions de nier tout ce qui s'est passé auparavant, ne fait que puiser dedans. Tout à fait, mais ça, pas forcément pour les meilleures raisons. Non, et en fait, c'est ça aussi, c'est que malgré tout, il y a beaucoup de choses qui vont jaillir dans ces films-là, qui vont ensuite imprégner aussi le remake de Rob Zombie, qui vont, c'est des réinterprétations d'éléments qui vont venir dans les suites qui viennent, tout aussi foireuses pourront-elles être à plein d'un titre. Et c'est vrai qu'après, dès qu'on arrive dans le 5, il y a une volonté d'étendre la mythologie, d'expliquer le pourquoi, en tout cas de recréer un nouveau climat. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours la petite Jamie qui est impliquée, mais qui encore se retrouve en hôpital. Peut-être bien juste du coup de juste parler de la fin du 4 éventuellement, parce que pour oui, donc il a évoqué tout à l'heure à la fin, donc il y a la petite Jamie qui tue, qui après les confronte avec Michael Myers, qui essaye de tuer, parce que la mère elle est dans le film vivante. On dit qu'à la fin du 4 elle est supposée morte, mais début du 5 elle est vivante, et d'un coup maintenant en fin de compte non, elle a juste baissé. Elle a les mêmes vitamines que le Dr Loomis, et donc elle arrive à méga forme. Voilà, c'est ça. Et donc dans ce 5e volet, on a la petite Jamie qui est dans une espèce d'hôpital psychiatrique pour enfants où elle est devenue muette. J'aimerais qu'elle soit encore plus muette que ça, parce que franchement elle fait beaucoup de bruit pour une muette. À cause du choc a priori. Et Michael Myers, attends, parce qu'il faut que je me souvienne maintenant. Comment est-ce qu'il arrive à revenir? Mais on sait pas trop ce qui se passe. Il se fait sauver par un. Oui, à la fin du 4, il tombe dans un trou et il se fait récupérer par un gars qui le ramène, qui pose dans son lit, et puis d'un coup le mec se réveille de 6 mois plus après. Exactement. Et le but, c'est quand même. Et le mec a toujours les mêmes. On dirait qu'il fait la même tasse de café depuis un an. Mais pendant, exactement. Nous, on a dû aller relire limite le résumé sur Wikipédia. On se dit mais. Ce début est complètement incompréhensible. Mais le 5. Alors surtout, il y a un élément mythologique en plus.
qui arrive, c'est une espèce d'homme en noir. Commercial plutôt que mythologique. Disons-le, parce que la mythologie. Là, tu vas déjà vers la fin du film. Non, il apparaît. Non, il Non, il apparaît dès le début, on voit ses Parce que- pieds, on voit ses Santiago. Et il est surtout défini Les grâce à Santiago. un Ah, moi petit, j'ai cru que c'était Johnny Hallyday bah, qui j'ai allait oublié. arriver dans le film Mais en suivant. fait, il est surtout défini grâce à un petit tatouage Symbole, qu'il a une sur, rune, sur le poignet, ouais, une rune, et que en fait, c'est là qu'on découvre pour la première fois qu'en fait Michael Myers il l'a aussi. Voilà, c'était Oui, pas là dans voilà. les précédents, mais là c'est Il Et a là. un ça va tatouage. donner, on peut le dire d'ores et déjà, ce qu'il y a de plus intéressant dans la saga Halloween, tout ce rapport aux runes justement. Voilà. Et qui va atteindre son apothéose avec le 6, en Absolument. particulier le cut sorcier en salle, où là qui arrive pouvoir à de la rune, extraire c'est le ça. meilleur de cette mythologie pure. Mais en fait, à l'origine, si je me trompe pas, le concept de base pour Halloween 5, en fait, Halloween 4 cartonne, et donc très vite Moustapha 4 dit « Oh, On faut fonce embrayer !» Ce qui fait que je crois que Halloween 5 sort presque à peine un an après. Un an quoi. après, ouais, Ouais. 80. La Ouais, revanche c'est de des Michael films Myers. La revanche de Michael. Ouais, vraiment. Même si à la base, le plan n'était pas forcément de faire un 5e dans la Ce foulée. n'est jamais soi-disant le plan, mais Une des idées d'origine, qui aurait pu donner peut-être un truc un peu plus intéressant, c'est qu'en fait, Jamie continuait de tuer et qu'il commençait à avoir une compétition entre elle et son oncle. Et donc, Ah oui. elle restait une petite J'aurais petite préféré. tueuse. Oui, Hmm. parce que là, à la place, effectivement, on voit qu'il y a du rétropédalage. Le réalisateur, j'ai oublié son nom, c'est un réalisateur. C'est un Dominique Québécois. Godwin Girard. Oui, c'est un réalisateur apparemment francophone. Enfin, Voilà. Dominique Ottonin-Girard. Antonin Pardon. Girard. Mais là, voilà, c'est sûr que celui-là, le 5, ça commence à sentir méchamment le pâté. la ça fin fait, est ouais, un peu d'un interminable, titre. quoi. C'est Ouais, tout c'est à une fait. catastrophe. Même si, autant dans le 4 que dans le 5, je défendrais au moins des petites attentions de parfois renouveler le travail dans les interactions dans le décor. C'est-à-dire que dans le 4, il y a ce petit moment qui se passe sur le toit que je trouve plutôt pas mal troussé, et dans le 5, il y a ce moment où la petite essaie de s'enfuir via une espèce de conduit qui amène le linge de l'étage à la cave, Ça crée et de où la elle se tension, retrouve ouais. coincée là-dedans, et que Michael Myers essaye de le truc. Aucune des suites ne va commencer, ne va essayer de travailler ce genre de travail à des décors. Bah, il y a je sais plus dans lequel c'est, mais c'est H20, je pense, où il y a une idée un peu semblable avec Avec un le monte, passe-plat. Avec ouais, le- un passe-plat. ouais, ouais. qui passe plat. Un monte charge. Mais je suis d'accord avec toi, Avec c'est une la, scène enfin un peu gore. c'est la, à mon sens la seule scène vraiment fonctionnelle du film, en tout cas celle que je préfère. Est-ce que vous vous rappelez dans le 5 ce personnage de Loubard des années 80 le Oui. gars, mais vraiment, Oui. en le revoyant, c'est Le jeu oula, d'acteur c'est vraiment est le, encore- Qui adore sa le voiture. boss final des Loubards Oui. des Oui. années 80, Ouais. qui est dans sa voiture en un plan. Et vraiment en un plan, hein. Il engueule une fille, il y a son pote qui arrive en faisant une blague de cul, il ouvre la porte, la fille vient, il l'embrasse, elle sort, il se recoiffe, il met ses lunettes et puis il fait un fuck à un flic. Un plan. Tu te dis mais waouh, c'est vraiment. En 2000, c'est- Et puis d'ailleurs Michael Myers vient griffer sa voiture avec une pelle à fraîche. Oui, c'est là effectivement après que tu vois que. Alors je dis pas qu'ils ne se moquent peut-être pas d'eux, mais ils commencent à plus trop savoir ce qu'ils Ouais. font. Non, Notamment c'est pas quand trop. le fameux personnage mystérieux noir, c'est Moustapha Akkad qui l'impose. Hein. Il dit à un moment donné, j'ai envie de relancer, parce qu'effectivement, quand tu dis la différence entre mythologie et commerce, ok, on a tendance à être d'accord, c'est-à-dire pour poser des éléments pour qu'on ait envie de voir un Halloween 6. Et d'ailleurs, à l'époque, Moustapha Akkad ne s'est jamais caché de dire que des Halloween, il y en aura tout le temps. Et c'était son intention, effectivement, la fameuse apparition de l'homme en noir. Il descend en bus, il y a ses Santiago, et pour montrer qu'il est super Il méchant, ne il saute dans savait un pas chien. quoi en faire. Ouais. Il ne savait pas quoi en Bah, faire pour les tu suites. sautes C'était dans juste un Tu un le mec vois comme clairement, ça. puisque de toute façon rien ne t'est montré à Ouais. part ses syntaxes tout du long et Tout cette à fait, petite rune. Donc Le- on est le vraiment petit dans- truc, Il fait dans quand du même quelque chose, c'est teasing. qu'il libère Michael Oui, à la fin du à À film. la fin du tout film. ça. Oui, mais sans savoir quoi en faire après. Ouais, hein. Pareil tout à pour le fait. symbole. Il et savait tout, pas du tout il y avait le Place de symbole trucs, en même quoi. temps, il voulait en faire quelque chose parce que on peut le voir. Il est utilisé dans le décor à un moment quand le Oui, docteur sur le Loomis mur, passe là. sur le mur, on le Ouais. voit dans la maison des Meyers. Il y a quelque chose qui revient tout Je le me suis temps. toujours c'est demandé que- pourquoi. Oui, oui. c'est, Ah, mais il ne savait pas. mais il y a cette idée qui revient qu'il y a un élément de décor qui va être récurrent dans tous les films, c'est la maison où le crime originel a été conçu. Donc la maison des Meyers revient dans tous les films avec comme une un espèce de concept quand même maison. génial, je sais plus dans lequel, où justement c'est la famille qui a réaménagé, qui a adopté la gamine, mais qui a réaménagé La dans la famille Strode. maison. La famille Strode est C'est- retournée c'est- vivre Ah, là-dedans. mais ça, c'est le Ah oui, c'est Mon ça, Dieu, c'est faut- tout. C'est celui mais qui comment suit. ça tient debout ça C'est celui Ok. qui suit. Ah, mais ça ne tient pas debout. Je pense Ah, que mais c'est à vous de voir si vous voulez enchaîner, si vous avez fini ce que vous vouliez dire sur le 5. Mais Je voulais juste dire que dans le 5, c'est le seul qui on a mentionne le compris, on a- préservatif, parce qu'on est en 89. Ah ouais, c'est Mhm. embarrassant ça. oui, effectivement. C'est quand même Ouais. embarrassant, d'autant plus quand t'es venu voir un film Je me souviens pas du qui tout. veut un peu être transgressif et tout d'un coup t'as en plus la leçon de morale. Ouais. Exactement, Port mais on du est en préservatif. 89. C'est très bien de porter un préservatif, Bien mais là sûr. quand même dans ce genre de film là Ouais. c'est pas là où tu Oui, t'attends c'est de voir là. ça. En fait, quoi. Ouais, c'est, on s'appelle Transmission, les gars. Nous, on est vraiment. Donc vous avez compris qu'on était plutôt à la partie trans que mission quoi. Mais curieusement, c'est un des seuls volets de la saga qui aura des vrais problèmes avec la censure.
alors qu'il est, c'est un des plus soft, et même de base, c'est déjà... La mention par rapport au gore et par rapport au côté exploitation vient d'ailleurs le 4 à la base. White Little ne voulait pas qu'il soit spécialement gore, et c'est après qu'ils ont rajouté des inserts. Les films vont devenir de plus en plus gore effectivement au fur et à mesure qu'on avance. Ils ont même appelé un gars de la saga Vendredi 13 justement pour bosser dessus, je crois, sur le 4 il me semble. Oui, l'atelier KNB aussi a participé. Il y avait beaucoup de grands noms, mais tu vois que dans le 5, tu vois en même temps que le gap entre la AO1 a permis au slasher en vendredi de se développer, et donc on peut voir que t'as toutes les figures qui viennent là. C'est dans le 5 qu'on voit vraiment une fête d'ados par exemple, avec Propice au massacre. Et tu sens que là ils sont en train de ramer, qui sont plus à l'avant de ce genre-là, qui sont vraiment à la traîne. Ils sont, ils essayent de courir après, et ils ont l'aura de Michael Myers et la musique de Carpenter qui reste pour du long, parce que c'est le compositeur, son co-compositeur Alan Howard par contre, qui reprend le pupitre et qui va tenir le pupitre jusqu'au 6 encore. Mais c'est presque même la musique ne sonne plus pareil, donc même là le thème a beau être là. C'est bien moins bien. Peut-être la dernière chose que j'aurais à dire moi sur le 5, et le 4 en même temps, du coup, c'est par rapport à Donald Pleasence, le Dr Loomis. Du coup, il y a vraiment ce truc déjà dans le premier, il y avait déjà ce côté est volontaire d'en faire une espèce de prophète comme ça. Dans le 2, c'était toujours là, même si tu sens que ça commence un peu à être vacillant. Mais alors dans le 4 et surtout dans le 5, ça devient un vieux fou. Il est fou allié. Oui. Alors avec la gamine, c'est malsain, mais à mort, vraiment. Mais ce qui était intéressant, après moi c'est sauvé par l'empathie que tu peux avoir sur un acteur comme Donald Pleasence, mais où ça vire pas dans un truc vraiment malsain. Mais c'était quelque chose qui était intéressant dès le 1, c'est ce personnage totalement habité, mais à la lisière d'être quand même pété du casque, quoi. Et Pleasence était assez génial dans cet aspect-là, de distiller là tout du long. Après le faire revenir, ça devient un petit peu papy qui mange, qui sucle les fraises, quoi. C'est un petit peu problématique, surtout avec un acteur comme Donald Pleasence, quoi. Ça fait un peu mal au cœur de le voir, la manière dont il est surexploité. C'est dans le suivant qu'il fait un petit tour chez le chirurgien plastique. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais il fait vraiment un petit tour chez le chirurgien plastique, parce que dans le Producer's Cut, il dit qu'il a fait des greffes de peau qui lui ont enlevé les cicatrices. Donc effectivement, du 5 au 6, il perd sa brûlure, comme par magie. Non, pas par magie. Non, on l'apprend, mais c'est-à-dire que ça. On l'apprend de manière extrêmement fine d'ailleurs. Passons au 6 d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que après, donc là, il y a de nouveau un gap de quelques années. 6 ans. 6 ans. Et pendant ce gap-là, il y a quelque chose d'abominable qui se passe aussi, c'est-à-dire que les Weinstein rentrent dans la course. Qui ? Oui. Les E. Les E. C'est-à-dire que il y a des deals qui sont conclus, et c'est Miramax. Il s'est carrément barré pour aller faire pipi parce qu'il n'aime pas cet épisode. Vas-y, Christophe, continue. Et donc Lucien va revenir après, mais Lucien c'est notre shape, il est là, il disparaît. Lucien il n'aime pas le 6. Mais on le comprend. On le comprend. Je pourrais partir aussi en évoquant celui-là, surtout la première fois que je l'ai découvert en VHS, parce que pour le coup lui il n'avait pas eu tout droit à une sortie sale et tout le truc, mais donc quand Miramax à ce moment-là refait une espèce de petit putsch, autant New Line de côté ils essayent de tout faire pour avoir Freddy et pour avoir Jason, Miramax ils vont se choper Hellraiser et Halloween. Ils vont d'ailleurs à un moment donné vouloir vraiment faire un crossover entre les deux avec Michael Myers qui est acculé et qui utilise la boîte de Le Marchand pour convoquer les Cénobites. Une idée géniale évidemment qu'on devrait tous devoir. Mais donc ceci étant, Miramax sort de la course, et ils vont vraiment prendre comme habitude d'offrir des conditions de production épouvantables, notamment en matière de post-production, avec des films qui sont constamment remontés. Enfin, on pourra un jour parler de la saga Hellraiser, je les ai tous vus, donc je sais de quoi je parle. Et donc notamment d'avoir des scénarios de plus en plus alambiqués qui n'arrêtent pas de s'éloigner toujours un peu plus de l'esprit original de la franchise, qui vont fabriquer des intrigues et des sous-intrigues absolument pas possibles. Et Joe Chappelle d'ailleurs, qui va réaliser Halloween 6, réalisera une partie des scènes d'Hellraiser 4. Et c'est pas un réalisateur super doué, d'une manière générale. Il a aussi adapté Phantoms de Dean Koontz, qui était vraiment dégueulasse. Et donc ce fameux Joe Chappelle, je l'ai détesté quand j'ai vu Halloween 6, parce que le film a connu plusieurs cuts. Il faut savoir qu'il y a d'abord un cut qui est fait. Le film est scénarisé d'abord apparemment par un gars qui est très passionné par la saga et qui ont vraiment envie de l'amplifier de manière. Qui essaye de broder autour de tous les éléments posés par les autres pour en faire quelque chose de vaguement cohérent. Alors, déjà, si c'est un fan de la saga, c'est un peu inquiétant. Ouais, c'est toujours si le mec il arrive à être attaché à tout ce qui s'est passé après le 1, Mais voilà, il essaye, mais alors après, il y a un premier cut qui est d'1h30 qui est montré en projection test à un public
d'environ 14 ans. Et le problème, c'est que ça fonctionne pas du tout. Et donc, c'est remonté. On coupe des scènes, on en rajoute, on retourne pas mal de trucs. Même si. Et donc, finalement, le film que moi j'ai découvert lors de sa sortie VHS était complètement incompréhensible. Le début, tu comprends pas ce qui se passe. Le final, t'as pas compris ce qui se passait non plus. Lucien, on parle toujours du 6, tu reviens quand même? Il n'a pas l'air d'avoir très envie. Et c'était, alors déjà qu'on n'a pas forcément un matériel formidable à la base, mais quand on le remassacre en plus, comme ça va se faire, on arrive à quelque chose qui est aberrant presque de la première à la dernière image, même si on peut capitaliser sur la présence pour la première fois à l'écran du futur Ant-Man, puisque Paul Rudd incarne Tommy Doyle. Introducing. C'est pas ce qu'on notera sa filmographie d'avoir été Ant-Man quand même. Limitons pas Paul Rudd malheureusement à un film aussi mauvais qu'Ant-Man dans lequel il ne joue que parce qu'il y a eu un bon cinéaste qui l'a casté auparavant avant de se barrer, qui est Edgar Wright. Mais sinon... alors en fait c'est un truc très barré à partir de là, c'est tout d'un coup le seul intérêt qui réveille un petit peu ta curiosité dans les films, c'est tiens il y a Paul Rudd, tiens il y a moi ça me fait plaisir, moi. Joseph Gordon-Levitt, c'est juste ça, et après tu dis bon il t'en faut rien, ok. Mais c'est un acteur qui a sa petite sympathie. Moi quand je l'avais découvert en VHS à l'époque, j'avais trouvé qu'il y avait un petit truc dans cet acteur, même s'ils en disaient pas grand chose. J'étais amoureuse de lui quand il jouait dans Clueless, encore une de mes merveilleuses références. Par contre c'est bien meilleur que tous les épisodes d'Halloween de Clueless. Tu vois Clueless, Mais le cas Clueless c'est un très très bon film. Le cas d'Halloween Adaptation de 6, Jane Austen, pardon. il y a ce moi, j'aime truc bien où- Clueless. Voilà, merci. Il y a ce truc où je trouve effectivement, moi je sais que j'ai vu la version Producer's Cut à sa sortie en 2014-2015, il y avait enfin illégalement, voilà, mais le fouet, mais j'ai déjà pas un bon souvenir, j'en ai pas beaucoup, mais par rapport au montage cinéma, je crois que c'est un film que j'ai dû voir 3 fois, donc la 3e fois pour le rattrapage ici, et j'ai rien compris. Vraiment, c'est invidable. Christophe, tu peux nous pitcher justement ce 6e film? Alors ça va être très difficile. Allez. Alors, on se retrouve 10 années après Halloween 5. Voilà. On comprend que Michael Myers... On comprend plus ou moins que Michael Myers a été laissé pour mort de l'explosion du commissariat dont l'homme noir l'avait libéré à la fin du 5. Mais le film s'ouvre sur une femme en train d'uriner dans un couloir. On comprend plus tard que c'est Jamie, 10 ans plus tard, qui accouche d'un enfant dans des décors de soubassement, d'un truc comme ça. Visiblement aux mains d'une secte qui serait la secte visiblement dirigée par le fameux homme en noir. Le bébé, on lui met la fameuse rune qu'on avait déjà vue dans le 5 sur le torse. Et il y a une infirmière qui décide finalement de rendre le bébé à sa maman. Elle dit « Prends, file, dépêche-toi, fouille !» Puis Michael Myers arrive, tue l'infirmière et prend Jamie en chasse. Puis on arrive après, on revient à Haddonfield où on comprend que le docteur Loomis est encore là. On le croyait mort à la fin du 5, mais non. Avec une greffe de peau cette fois-ci. Oui, il a fait une greffe de peau. Donc dans le Producer's Cut, il explique. C'était pas expliqué dans le truc, je pensais que c'était une erreur de raccord. Mais non, ils disent qu'il a subi une greffe de peau pour qu'il perde son truc. Son accident vasculaire n'était pas si grave que ça finalement. Voilà, ils le disent. Puis évidemment à Haddonfield, dans la maison des meilleurs, on appelle, il y a une famille Strode qui a l'air d'être la même, qui est liée à la famille qui avait adopté Laurie. C'est un peu compliqué de Laurie. comprendre le lien de parenté. Il a aussi adopté des gamins. Oui, il a aussi adopté un gamin. En tout cas, les gens qui vivent dans la maison Strode, en tout cas, je pense que c'est l'oncle de Laurie. Qui a repris la maison mais qui n'a pas dit à sa femme pourquoi il a acheté cette maison là que personne ne voulait acheter. Le fils de sa fille commence à avoir des visions où une voix l'appelle à tuer les gens, et dans la maison d'en face il y a le jeune Tommy Doyle qui était l'enfant que Laurie Strode gardait dans le premier Halloween, qui restait obsédé par Michael Myers et qui est convaincu que Michael Myers va finir par revenir, et en véritable stalker, il regarde par les fenêtres, il regarde ce qui se passe, il voit l'héroïne à moitié à poil, enfin visiblement voilà, mais avec un Paul Rudd qui est bien, c'est la joué malgré tout un peu inquiétant dans celui-là, il a l'air un peu chelou quand même, il a un premier rôle au cinéma d'ailleurs. Pour moi le seul truc intéressant mais qui est l'exégèse de film, c'est le renvoi qu'il fait au cinéma d'Hitchcock. On a peu parlé de ça sur le Carpenter, parce que c'est pas forcément un cinéaste que Carpenter cite explicitement, mais qui est quand même très prégnant dans Halloween. Et là, pour le coup, de renvoyer à Fenêtre sur cour cette idée-là, après c'est juste, ça reste à l'étape embryonnaire et pas du tout développé. Mais c'est le seul truc qui entre guillemets relie un petit peu entre guillemets aux influences de Carpenter sur le premier Halloween. Ouais, c'est d'autant plus notable que il y a très
très peu de références à Hitchcock dans le cinéma de genre de manière générale. Non, mais là, Ça, c'est là, original. elle est bien soulignée. Parce Surtout que, la fenêtre sur merci. il y cours. a le côté un petit peu quand même arty de c'est pas Miramax, c'est Dimension pour cette branche-là. Ouais, c'est Dimension. Mais bon, voilà, on voit qu'ils essaient de construire un truc. Alors, le producer's cut, Bon, bref. lui, celui-là, la version intégrale, on va dire, était relativement avare en meurtre. Ça met du temps à s'installer, ça insiste pas mal sur cette histoire de secte, parce que j'ai pas dit dans le pitch qu'en fait tout ça est intégré par une histoire de secte et notamment une mystérieuse rune qui est destinée à faire en sorte qu'un enfant tue les membres de sa famille pour éviter que des catastrophes se répandent dans le monde. Pour le démon Thorn qui aurait pris possession de Michael Myers. Oui, c'est quoi voilà. l'histoire, Alors, on comprend dans le producer's cut que en fait l'enfant en question qu'on voit en réalité a été fécondé par Michael. Donc en fait Michael essaie de Et c'est Michael La séquence avec Jackie et Michel de Jamie, Michael. du coup. Oui. Oui, donc il C'est- fait ses nièces. Voilà, je sais C'est pas Jamie et sa Michel. comment- Jamie Jamie et et Michel, voilà. Donc il y a une séquence flashback où effectivement elle se souvient plus ou moins de ce qui se passe. Alors tout ça est très confus. Le bébé est laissé dans une poubelle à un moment. dans un Oui, truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, elle laisse le bébé effectivement dans des toilettes ou je sais plus quoi, d'une gare. Alors le personnage de Tommy Doyle arrive à comprendre que c'est dans une gare. Il arrive au milieu de la matinée. Là, il Mais vient apparemment, rechercher il est le seul à retrouver 16 heures plus tard, Voilà, un il est le seul à gamin voir qu'il y a des traces de sang dans nouveau-né. une gare Dans une hyper poubelle. fréquentée. Enfin voilà. Bon, Joe Chappelle est pas L'enfant doué. ne pleurait pas. Hein, parce Non, que- non, il a Depuis pleuré quand 16 il est heures. arrivé. C'est visiblement. Enfin bref, rien de tout ça ne fait sens. Mais en plus, faut dire que dans la version d'origine, à la fin, on apprend que le docteur Loomis est destiné à devenir le tuteur de Michael Myers. Et donc il prend la place du mystérieux homme en noir. Et le docteur Loomis commence à avoir une rune lui-même sur sa main. Et il devient responsable de Michael en fait. Rien de tout ça n'apparaîtra dans la version sale. Toute la phase sera remontée. On va remettre plutôt des histoires de fécondation in vitro, de manipulation, auxquelles on ne comprendra rien non plus. Moi, j'ai rien compris. moi. On n'a rien Oui. compris. Bah, personne. Il y avait Paul Rudd. C'est ça. Et Donald Pleasence qui est mort juste après le tournage. Juste d'ailleurs. après le Ouais. tournage. Il a peut-être pas vu le cut. Ouais, vaut Comme mieux. Bela pas. Lugosi avec Ou alors c'est Plan pour 9, ça qu'il c'était est mort. normal. Il est mort à ce moment-là. Ouais, C'est ouais, peut-être pour tout à ça fait. qu'il est mort. Ouais. Donc celui-là, quand je l'ai vu, je pensais qu'on pouvait pas faire pire, mais il y avait Halloween Résurrection quelques Toujours années pire. plus tard. Voilà. Mais on passe au C'est 7. On est d'accord, ouais, pour Ouais. dire que c'est les deux Parce que pires. c'est Ouais, dur, ouais. c'est dur de commencer pas à parler Résurrection, c'est plus avant Halloween. en fait d'Halloween 6 parce qu'en réalité on est dans une telle logique d'exploitation qu'à part expliquer qu'il y a des meurtres en cascade jusqu'à ce dénouement en fait que tu as expliqué, c'est que c'est compliqué. Le Ouais. cœur du film, il n'y a pas grand chose. Il montre aussi à quel point l'amplification mythologique autour de ça n'a aucun sens. Oui. Complexifier tout. À Et chaque fois, à comme- chaque fois, ça te rappelle à quel point le film de Carpenter est génial de ne pas avoir. C'est le ce concept genre après de truc. qui est développé, qu'on voit chez l'écurie Bad Robot Abraham, ce concept de la mystery box où on te tisse quelque chose dont on ne sait pas vraiment ce qu'on va en faire et on va essayer de te délayer. Ouais, tout à fait. Et On file la merde au c'est suivant, très en fait. visible, quoi. Je Oui, trouve oui, que c'est ça. pour juste finir sur le 6, il y a quand même un truc moi, que je sais que pour moi, niveau de la trahison, ça va très loin. C'est que autant qu'on vienne me démystifier un Jason ou même un Freddy, parfois je peux entendre que parfois dans l'origine des personnages, il y a quelque chose de tragique. Mais Michel, non. Et Michel, non. Mais non, mais quand à la base on te traite comme une figure du mal absolu et que Michel, en fait, finalement, on essaie d'expliquer qu'en fait c'est un démon, c'est une secte qui contrôle en fait. En fait, il est gentil au fond. T'es là, ça pour moi, c'est Oui. la plus grande trahison que tu peux faire. Tout à fait. au Du coup, premier, il n'est en fait. plus autonome. En plus, Ouais. on dit que c'est le jouet de. C'est le S'il y en jouet avait d'une un à secte, pas donc démystifier, ça c'était celui-là. n'a quoi, aucun vraiment, sens de faire ça. Pour la petite anecdote, Tarantino avait été abordé pour faire Mhm. écrire un Halloween 6. Ça a très vite été tué dans l'œuf, Ouais, ça. tout Mais, à fait. effectivement, il avait été approché. Et donc après le Halloween 6, On a H20 si on- qui est en si fait on- H20, mon le premier film Halloween. anniversaire pour les 20 ans. Les 20 ans de la franchise. Et avec on en parlait au tout début, avec le revival de Scream. Exactement. Script, Et Kevin et Williamson voilà, c'est ça. qui arrive en Ouais. fait sur la production, c'est lui qu'on contacte en premier. Et là, il se dit tout de suite, ah, mais attends, on va arriver à 20 ans, 20 ans du truc. En fait, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, effectivement. H2O, H20. Et voilà. Et donc, Allez, ils en n'ont mix. pas appelé ça Halloween 7, hein, évidemment. Ils ont appelé ça Halloween Halloween H20. 20 ans Et- après. Oui, parce que En le titre français, français c'est Halloween bizarre. 20 ans après. 20 ans après, voilà, Ouais. c'est ça. Mais Et donc, donc, oui, tu mentionnes Kevin Williamson, Kevin Williamson, qui est le scénariste de Scream. mais qui est surtout le créateur de Dawson et qui va donc placer Michelle Williams, qui est Ouais. justement dans sa Et première le saison de réalisateur Dawson. du pilote de Dawson, c'est Steve Miner qui va réaliser Halloween H20. Voilà. Et qui a Et qui a réalisé fait aussi quelques Vendredi 13, 2 et 3. Tout à fait. Comme donc quoi. après le 6, ce H20 s'ouvre sur une scène qui est
étonnamment plutôt fonctionnelle. Oui. Là, je trouve, moi, il y a deux. Enfin, Vas-y. Il y a deux choses qui m'intéressent plutôt dans le H20, qui n'est pas un film que j'aime beaucoup à nouveau, mais c'est que la scène d'ouverture est vraiment. C'est un court-métrage en soi. Ouais, c'est ça, et elle oui. fonctionne, quoi. Oui. Ce dont on était assez déshabitué depuis au moins 2-3 numéros. Elle fonctionne en tant que telle. Et une autre chose que j'aime plutôt, qui est plutôt un parti pris assez. Je ne sais pas si je vais parler de risque, mais en tout cas assumé. C'est, je ne sais même plus qui a fait la musique, c'est Giacometti. Non, c'est. Enfin, en tout cas, c'est la version. John Ottman. John Ottman, et il a repris quelques morceaux Oui, c'est et Beltrami est intervenu aussi. Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est le côté, c'est la reprise du thème de Carpenter, mais en version symphonique. Et je trouve que ça marche assez Ça bien. marche assez bien. Tout à fait. Mais c'est Ottman qui a fait l'essentiel de la musique. Il y a quelques morceaux Beltrami. Après, là pour le coup, il y a une famille de production qui est la famille de production de Scream. Hein. Le monteur, Bien c'est Patrick sûr. Lussier. Voilà. On sent toute cette filiation. On est Plus 2 ans d'ailleurs, après. il y a à 3 ce fois plus niveau-là, de budget qu'Halloween Oui, 6, bien je sûr. pense. Donc on sent Même, déjà dans la même facture. quelque part thématiquement, c'est un film où on revient à te filmer des adolescents aussi. Il y avait quelque chose, ça a été rapidement évoqué, mais dans les précédents, à force de vouloir développer la mythologie, Dans on le part 6, sur il y avait des enfant, adolescents il y a- dans le 6. Hein, mais il y a des adolescents, mais tu as l'impression que parfois ils servent plus de décorum. Ici, tu as cette sensation que si on n'est pas centré sur des adolescents qui vont se faire attaquer par Michael, en fait, on est centré sur le retour de Jamie Lee Curtis, parce qu'en fait, Donald Pleasence n'étant plus là, il fallait un peu un star system quand même dans ce monde-là. Elle était apparemment super partante de revenir réincarner le personnage de Laurie Strode 20 ans après. Je pense qu'elle a pas mal insisté pour que Carpenter puisse être de retour aussi Il d'ailleurs. y avait hein. des questions, Ça mais te c'est fait pour une bien. question, il a demandé De beaucoup trop cachet, cher, ouais, donc ouais, voilà. C'est ça. Elle a juste amené sa maman. Et pour la petite histoire, il y a sa maman qui est là et qui est l'actrice de Psychose, en fait. Ouais, pour le et coup, qui- c'est quand même plus réussi dans Fog quand elles Avec sont les- toutes les deux à l'écran. Oui, ça, je pense qu'on peut le dire, oui, c'est sûr. Mais on n'a pas pitché le 6. On n'a pas pitché, oui. Le Alors, 7, pardon. On est 20 ans après, Michael Myers est toujours en vie. Jamie Lee Curtis, en fait, elle est pas morte, elle s'est réfugiée, elle a fait semblant d'être morte. Elle est devenue Elle a prof. changé de nom, Elle a changé de coiffure aussi. de coiffure. Elle a un fils de 17 ans. Elle est devenue parano. On dit qu'elle est alcoolique, mais tout ce qu'elle fait dans le film en la C'est matière, boire elle 2 boit verres de vin Elle a blanc. bu gros verres de vin à un moment donné. Mais Donc voilà. déjà, nous, on est complètement. On est des déchets Là, après 3 on est- bières. Quoi. Oui, ça, elle est alcoolique comme un étudiant de 14 ans à Liège Bah oui. un vendredi soir, quoi. Je veux dire, c'est un peu ça. Mais évidemment, elle finit par être rattrapée. Mais là où la Final Girl d'habitude fouillait, elle va décider d'affronter Michael Myers une dernière fois en face à face, quoi. T'as soulevé Mais un petit point, je dis juste ça, Vas-y. un tout petit point intéressant, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'on n'a pas dit, il y a plein de timelines dans Halloween. Il y a plein de timelines différentes. Vu que celui-là fait suite aux deux, en fait. Oui, théoriquement. on c'est- ignore c'est- complètement oui, non. Jamie, Hein. en fait. Oui, Encore, c'est- on ignore c'est pas qu'elle complètement fait semblant, Jamie. c'est pas qu'elle dit qu'elle avait fait semblant d'être morte, c'est qu'on ignore le fait qu'elle est censée être morte dans le 4. Mm. On recommence après Non, le parce 2. qu'elle dit elle a changé d'identité. Hein. Elle a Oui, changé mais le quand- d'identité, personnage de elle Jamie Lloyd explique- n'existe Non, elle plus, explique par même Elle qu'en explique fait, qu'elle a ses fait un amis, accident. c'était quelqu'un. Ouais, c'est ça. ouais. C'était un accident de voiture et tout. Oui, Mais là, il y a quand même il y un a pas petit de Jamie, quoi, flottement. je- Non, il parle pas de Jamie, c'est ça. mais la raison de sa mort est la même que celle dans Halloween 4. Donc, tu pourrais te dire malgré tout qu'en fait, t'es quand même dans une suite encore Ouais. de Non, non, celui-là. mais est-ce qu'elle explique pas même à un moment, ou alors c'est dans le suivant Non. Si, non, elle explique Ah non, à, dans le son, suivant, elle est à, pas, son, ouais. à son amant, là, mais il y a quand même ce truc où. Enfin, Enfin, grosso modo, Jamie n'a pas existé. Quand Voilà, même, il y a en vraiment, tout cas, omis tout ça. en tout cas, ils ne prennent ils ne prennent pas en compte les événements du 4, 5, 6. Ça, c'est certain. Mais tu parlais de la bascule où tout d'un coup elle finit par se défendre. Je trouve c'est peut-être quelque chose d'intéressant sur le papier, mais qui est vraiment traité uniquement graphiquement. Elle voit une hache et puis elle prend une hache, quoi. Moi, je trouve C'est- que c'est génial. Et c'est Ah, quand même en fait, j'ai l'impression que c'est un truc vraiment de fanboy pur et dur qui est Ouais. à un moment, quand tu tapes tous les films, tu te dis à un moment, pour qu'il arrête de revenir, il faut lui couper la tête. Ouais. Et pourquoi ils le font pas? Et là tu sens, mais le problème c'est que tu sens juste que c'est une idée de fanboy, comme on a pu jouer avec des Lego Star Wars pour faire des trucs qu'on n'a pas vu. C'est Moi, je trouve ça super c'est sympathique. vraiment Je pour suis moi, super client. c'est amené. C'est pas du tout amené par la psychologie du personnage. C'est jamais Non. amené par le récit. Non, C'est tout ça- d'un tout un truc Bah, qui on est dans un truc un peu... t'amène on a l'impression dans un jeu vidéo. Ah, je t'ai posé une hache, prends-la et voilà. Et voilà comment tu te définis. Mais en termes c'était de annoncé, personnage. en fait, tout le film était présenté comme ça en même temps. Même sa promo disait c'est la confrontation. Donc il y a effectivement un rapport un peu plus proche du film d'action, même quand tu es là-dedans paradoxalement. Mais tu as aussi, quand tu revois le film, je pense qu'il y a aussi l'influence de Scream qui baigne. C'est-à-dire que On voit même Laurie Scream 2 Strode, elle est, à la télé, hein. je veux dire, Il y a même elle des traite son images. traitement en affrontant le truc. C'est le personnage de Neve Campbell dans Scream. Hein.
C'est Scream 2, Scream 3, quand à la fin elle prend les armes et qu'elle affronte ses assaillants aussi. On est vraiment dans cette idée que la Final Girl surbiffe. Donc moi je veux vraiment aussi cette idée d'utiliser des mêmes motifs qui étaient présents dans Scream 2, qui est diffusé à l'écran de télévision d'ailleurs. C'est ça qu'il disait, ouais. Scream 2 est diffusé à un moment donné, donc ils font du truc comme ça. Le film est aussi beaucoup plus référentiel, même à un moment donné, ça tombe comme un cheveu dans la soupe, mais quand t'as Jamie Lee Curtis qui dit je fais pas ma Carrie ou je sais plus quoi, bon tu dis quoi, la présence effectivement de sa mère, notamment avec cette ligne de dialogue absolument débile où elle dit je voudrais pas être trop maternelle par rapport à vous, et le personnage ne sert absolument à rien puisqu'après ça elle disparaît. Mais après une fermeture de porte et un roulage de galoche. Moi c'est clairement que j'ai revu à la baisse en le revoyant. Enfin, j'avais un souvenir plutôt moyen du film, mais je trouve qu'effectivement la séquence d'ailleurs il y a un jeune Joseph Gordon-Levitt dedans. Oui, c'est Jimmy, un des premiers. Il meurt tué par un patin à glace. Jouer le fils serait tenu un peu plus le film, quoi. Josh Hartnett aussi. Mais après ça, je trouve que ça me rappelle une discussion qu'on a eue en rue par Lucien par rapport au Seigneur des Anneaux. En rue. La série, mais où je trouve qu'en fait 70%. Première fois que je discutais avec vous. Non, mais je trouve que 70% du film, j'ai l'impression de voir un épisode de Plus belle la vie en fait. Vraiment, je suis désolé, hein, mais c'est. Autant, même ma référence était Julie Lescaut. Oui, je sais bien, mais en fait, j'ai pensé d'abord Julie Lescaut, je me suis dit, en fait, non, je trouve que c'est en dessous, et donc j'ai pensé à Plus belle la vie, voilà. Mais tout donc ça pour tu finalement connais une Plus traque belle la finale vie. que je trouve satisfaisante, mais sans plus. Mais je suis assez client aussi l'idée, couper la tête du tueur, etc. Franchement, moi, juste de côté fan, j'aurais apprécié juste quelque chose, justement, allez-y à fond. Et mais puis en fait, je trouve que le film se retient toute la tellement séquence que- d'action qui est assumée. À un moment, elle choisit de se retourner, de dire je ne fuis pas avec mon gosse, je me retourne. Et là, il y a une séquence qui assume le parti pris de l'action. C'est promis, mais pas spécialement amené. Il faudrait, voilà, c'est ça. Il faudrait que ça soit amené pour que ça fonctionne. Il faudrait pour moi que ça soit amené tout au long du récit. Et là où au moins c'est plus intéressant dans la trilogie actuelle, je trouve. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Ce que j'aime assez, peut-être juste pour clôturer là-dessus, il y a un truc que j'aime bien, c'est d'utiliser le motif de la résurrection de Michael Myers, comme le fait que Laurie, même si Michael passe pour mort, elle sait qu'il va revenir, et donc elle décide de le kidnapper et puis de l'amener ailleurs pour en finir avec lui. Cette toute dernière séquence, c'est vrai que j'aime assez qu'on utilise ça. Mais arrive le numéro 8. Vous avez 10 minutes pour le défoncer. Là, c'est Donc, Michael Myers est définitivement mort parce qu'il a été décapité. Non. Mais non, c'était un agent de sécurité devenu muet. Un infirmier. Pardon. Je pense que celui-là, il m'énerve à un point rare parce que c'est pour lui. C'est quand même un truc que va reprendre le deuxième film de Gordon Levitt avec le meurtre d'un pauvre gars, quoi. C'est pas le bon. Gordon Green. C'est pas le bon. C'est pas le bon. On lui a écrabouillé le larynx. Oui, c'est ça. Mais il lui a mis le masque. Il y a un tel renoncement à tous les étages avec Halloween Résurrection que je ne. Et pourtant, Dieu sait que dans les slashers, on peut vraiment être tolérant en termes de tueur qui revient à la vie. Faut peut-être, pour ceux qui n'ont jamais vu, il faut resituer le film. Il y a, idem comme dans le set, il y a une première séquence d'introduction où il y a Jamie Lee Curtis qui attend patiemment dans un hôpital psychiatrique. Qui d'un coup devient, alors c'est une warrior depuis le début de la série, elle est complètement débile. catatonique. On ne parle plus de son fils. Je ne sais pas trop s'il est là. Elle attend l'arrivée de Michael. Il y a à nouveau une séquence d'action où bêtement elle se fait tuer par Michael. Un coup de couteau. Elle lui dit on se reverra en enfer. Et puis là, hop, c'est une fin de tournage pour Jamie Lee Curtis. Et alors là, le cœur du film arrive. En fait, on la rate. La rate du film arrive. Et le concept, c'est en fait pour une émission de pseudo-télé-réalité, on enferme une bande de jeunes dans la maison en fait dans laquelle a vécu Michael Myers, qui est complètement laissé à l'abandon. Sauf que ça va un peu, ça va le trigger. Il était là en fait et il va commencer à les tuer un à un. Ça me rappelle le pitch. Je sais plus quand le film est sorti. Il est sorti après de Hellraiser, Hellworld. C'est 2002 celui-là en tout cas, le Résurrection. Hellworld, je sais pas. Hellworld, c'est un peu plus tard, mais c'est aussi Miramax. Je pense que c'est quand même Est-ce que c'est le premier où Akkad est décédé là dans les Oui, attentats? tout à fait. Moustapha Akkad est décédé dans un attentat, je pense d'ailleurs. En Libye, je crois. Un attentat en Libye. Et effectivement, ce qu'il y a, c'est que théoriquement, alors comme toujours, on dit H20, c'est le der, on décapite, on n'en revient plus. Évidemment, ça cartonne et donc on en refait un autre. On élimine Jamie Lee Curtis, mais avec une. Il a ramené plus que le premier Halloween, d'ailleurs, théoriquement. Avec un tel cynisme, dans le sens où j'ai rarement vu une telle démonstration de balayage de tout ce que le film précédent pouvait vouloir te raconter. Ah non,
C'est cathartique, mais les 10 minutes, c'est juste rien. Ça sert à rien. Jamie Lee Curtis n'a plus Tout ce aucun qu'on a intérêt défendu dedans. juste 5 minutes auparavant. Ouais, C'est fini. mais ça sert à Terminé. mais ça sert à mettre son nom au générique. Voilà. Et après, on a cette espèce de truc concept, comme je disais. Ça me fait penser à Hellworld parce que Hellworld, c'est aussi cette idée qu'on est loin de la mythologie de Clive Barker, mais on est dans une maison pour la promotion d'un site internet, d'un jeu vidéo. C'est un jeu et on fait venir des jeunes qui doivent trouver les moyens de résoudre leur truc. Et c'est très similaire à ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'Halloween t'a raconté jusque-là. Mais encore une fois, c'est très visé public de l'époque pour les réintéresser au slasher. C'est encore une fois dans le casting, on reprend des acteurs American Pie, Dawson, Battlestar Galactica. Oui, C'est la première fois moi, où je trouve qu'il y a vraiment des personnages profondément détestables. Ouais. Non, mais ils sont Ce qui est nazes. quand même quelque chose d'assez récurrent dans le slasher, mais pas forcément qu'on avait dans Halloween. Mhm. On peut détester le personnage de la De jeune Jamie. gamine, Ouais, de Jamie, ouais. etc. Mais c'est pas lié à un traitement de tous les personnages du film, des ados entre guillemets du film. Là, ils sont tous plus tête à claque que l'un que l'autre. Ouais. Et donc, il y a vraiment pour le coup une rupture, je pense, dans le traitement des personnages où tu pouvais à la rigueur avoir un tout petit peu d'empathie. Là, C'est de la chair à canon, c'est de la chair à canon. c'est de la chair à pâté, ils sont juste destinés à se faire massacrer. Et puis même, je veux dire, il n'y a pas une idée qui exploite même son postulat. Quand même, c'est très éloigné de. J'aurais plus facile de défendre Halloween 6, pour le coup, que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, que cet Halloween 8, qui en plus a plus de moyens, déjà malgré tout. C'est fou. C'est tellement fou. C'est tellement fou d'en arriver à Busta Rhymes qui fait du karaté pour latter la gueule de Michael Myers. C'est comme ça qu'il meurt, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Rien que l'introduction, tu as ce truc avec Jamie Lee Curtis qui était là juste parce qu'elle était liée par contrat et qu'elle est sur l'affiche du film hein, quand même parce que bon, il faut raquer du truc, quoi. Mais que moi j'ai l'impression c'est Rick Rosenthal qui le réalise, celui qui a fait le 2, peut-être important Oui, aussi. tout à fait. D'ailleurs, j'ai trouvé une interview de lui où il était vraiment de l'époque où vraiment c'était il est super content de revenir, etc. En même temps, il va pas dire l'inverse, hein, mais et alors moi c'est ma théorie du complot personnel, je sais pas, mais il y a cette scène où justement quand ils interviewent les jeunes qui doivent aller dans la maison pour l'émission. En fait, ils font tous leur espèce de petite critique de Michael Myers, leur manière de l'intellectualiser, ce qu'on fait peut-être un peu ici aussi quelque part, et que du coup, t'as l'impression qu'il se fout un peu de la gueule du film de Carpenter, et tu te demandes, est-ce que c'est pas, enfin moi c'est ma théorie du complot que je dis pas que j'y crois, mais est-ce qu'il y a quelque chose vraiment, tu veux prendre ta revanche sur un truc que t'as pas pu régler pour le 2 ou quoi, mais ouais, t'as l'impression qu'il veut se lancer dans un petit côté un peu méta. Au début, mais qui marche pas du tout et qui lâche très vite d'ailleurs. Mais ça me massacre à tous les niveaux. C'est vrai qu'on pourrait presque se demander pour réussir à foirer à ce point-là tous les aspects sur le fond. C'est vrai que tu peux te dire jusqu'à quel point est-ce qu'il n'y a pas une envie de vraiment... vraiment... en exploitation pure et t'es dans une détestation en fait de tout ce qui se passe quoi, en fait. Parce que pas que sur le fond, même sur la forme, c'est extrêmement laid comme Oui, film. ouais, les ouais, tout à couleurs fait. sont dégueulasses, Mhm. c'est infâme. Ouais, ça, c'est c'est American Pie, vraiment, quoi. Bon, le 4, le 5, Et moi, je rigole, c'est pas la Mais- folie. Hein. Mais je trouve que le 4 et le 5, pour moi, ont une couleur qui m'intéresse plus que le 8. Le 8, pour moi, il y a, on dirait Des jolies textures sur les murs dans le 4 et le 5. Oui. C'est Ça dans la Ouais, case. ça fait la belle référence à une fumée des années esthétique 80. VHS un peu, bon voilà, qu'on a pu un peu. Ouais. Ouais, c'est pas phénoménal. quoi. Alors, il vous reste 3 minutes. la manière d'achever Michael Myers, joyeux Halloween Michael, et puis bon, l'électrocute. Oui. On doit quand même Moi, dire je à nos propose que auditeurs, sur les 3 dernières minutes, on eu on- le Non, le il faut quand même qu'on tournevis. précise que ce n'est pas qu'on n'a plus que 3 minutes parce qu'on a s'est donné un timing précis pour le podcast, c'est juste qu'après on veut faire une fête. Hein. Oui, Il voilà. faut quand même qu'on précise. Et On qu'on- espère on va que tuer des aucun gens pour tueur de en vrai. On série est près va d'Halloween, venir. donc on a On envie attend des de copains pour voir faire la si on fête, peut, c'est juste si on, pour si ça. on peut réveiller l'esprit de Michael Myers pour qu'il vienne nous massacrer aussi tout Si cela. tu veux, je m'approche Ouija dans la voiture. Après, Rick Rosenthal a lui bien massacré Michael Myers Ah ouais, pour ouais, le coup. clairement, ouais, C'était. ouais. Voilà, C'est- mais nous, on aimerait surtout vous revoir pour la suite. Alors, ce sera pas tout de suite parce qu'on a plein de sujets dans nos stock. cartons. Mais si ça vous dit de vous, enfin ceux qui l'ont déjà fait, c'est déjà fait. Il faudra le refaire. Si c'est dans un an, il faudra se les retaper dans un an pour se Non. souvenir. Non, moi, Mais ça va donc, pas, ça- on ça aura va un pas. deuxième La vague de épisode. remake avec Ouais, les robes franchement. zombies. Avec, Mais le dernier est sorti hier, non? Le tout est dernier. sorti pas- là La semaine dernière. Hier ou Ouais, la tout semaine dernière, récemment. la semaine Tout dernière. récemment, Ah, tout récemment. Donc on peut, Tout récemment. sinon on peut aller le voir tous ensemble et J'en ai se vu une préparer. demi-heure, franchement. Ouais, non, Ça non, m'a non. donné Mais envie. ça a pas l'air. Autant je peux paraît que c'est défendre les deux bras zombies sans souci. Ouais. Mais il faudra ce le qui se voir passe quand sur même. ces- Pour être invité, il faudra le voir. Oui, mais ça Est-ce c'est. que j'ai vraiment envie d'être invité? Mais oui, on a des pop On a des bières, il est en train On de enverra regarder. Oli, a on des enverra popcorn. Oli. Mais merci en tout cas pour ce bel Merci à vous. épisode et à bientôt pour la suite. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.